Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Il y a du monde, hein? C'est très sympa. Alors, par quoi on commence? Bah, peut-être je vais me présenter parce que, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ne me connaissent pas. Faut que j'arrête de me gratter un peu là, j'ai les poils qui rebiquent là, ça me gratouille. Donc moi je suis Cyril de la chaîne, Secret de Monteur Pro et Roasting Sauvage et dans la vraie vie, je suis, chef monteur pour la télévision et ça fait 15 ans que je fais du documentaire. Et donc, bah, la plupart du temps, je monte du documentaire et donc je monte beaucoup d'histoires, quoi. Parce que le documentaire et le storytelling, dans ma conception des choses, c'est très proche et il y a beaucoup d'outils qui sont un petit peu les mêmes et donc au fur et à mesure des années, bah, j'ai appris beaucoup de choses en sachant que j'ai pas fait d'école, j'ai pas de formation universitaire ou quoi que ce soit, donc j'ai vraiment appris tout un peu, sur le tas et donc comme je le disais tout à l'heure, bah, j'ai écrit un petit truc comme ça là que je vais vous raconter. Donc il va y avoir une petite, un petit passage où je vais juste parler comme ça et ensuite, une fois que j'aurai terminé ça et ben, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse une petite, session, questions-réponses et j'espère que ça va vous plaire. Hem, le son est bon? Je sais pas, peut-être dites-moi avant que je commence parce que j'aimerais bien qu'on soit dans de bonnes conditions. C'est parfait, ça le fait. Je lis les commentaires vite fait, j'aime bien. Bon, et ben, OK. Allez, je vais me lancer. C'est la première fois que je fais ce truc-là, parce qu'en plus de ça, j'ai un petit prompteur en même temps et tout, mais on va essayer de rendre ça, smooth et let's go. On va parler de storytelling. Alors, le storytelling, c'est la mode. On le voit avec l'essor des chaînes qui en font comme, Ego, The Great Review, Feldup, James Jani et leur succès, en fait, il a donné, envie à beaucoup de monde de faire du storytelling ou au moins d'en ajouter dans leurs vidéos. On pense souvent, depuis que le mot est devenu populaire, que le storytelling sur les réseaux, en fait, c'est un ingrédient, une recette, quelque chose qu'on ajoute par-dessus le propos de nos vidéos et qui, par magie, va les rendre plus intéressantes. Eh ben moi, je pense que c'est n'importe quoi. C'est pas du tout ça. C'est pas juste un ingrédient magique là qu'on va poser et puis pouf, ça fait des chocs à pic. Quand on vous dit, mettez du storytelling dans vos vidéos, sans vous expliquer, ni comment ni pourquoi, en fait, au final, on vous a rien dit. Parce que le storytelling, c'est surtout comment on le fait et à quoi ça sert. Et pour vous faire comprendre ce qu'est vraiment le storytelling, pour que vous puissiez l'utiliser, hein, et que, vous compreniez pourquoi ça marche aussi bien, il va falloir que je vous parle de ce que tous les bons créateurs qui font du storytelling, ils ont en commun. Ils utilisent tous ce que je vais appeler la théorie du chat dans le four. C'est une technique qui vise à planter une graine, à l'arroser, jusqu'à faire, jaillir, un bourgeon et une jolie plante. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'on fait réellement quand on fait une vidéo. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais quand on fait une vidéo, il y a 2 personnes. Il y a nous, la personne qui fait la vidéo, qui la monte, et puis il y a le spectateur. Faire une vidéo, c'est pas mettre bout à bout des éléments comme ça qui vont raconter un propos et puis ensuite on va le proposer au monde. Non, faire une vidéo, c'est entrer en communication avec le spectateur. Et pour rentrer en communication avec lui, eh ben, on a quelques outils. On a ce qu'on écrit tout d'abord, ce qu'on va appeler l'éditorial. On a le son, l'image, le rythme, et c'est tout, à peu près. Et avec ces 4 ingrédients-là, on a réussi à créer un langage complexe. Et ce langage complexe, c'est ce qu'on a appelé la grammaire cinématographique ou audiovisuelle. Avec elle, ça va être plus facile de rentrer en communication avec notre spectateur et c'est avec ça qu'en fait qu'on va essayer de le divertir, de le faire rire, de le faire réfléchir ou de l'émouvoir. C'est ça qui fait que le spectateur, il va être réellement intéressé par ce qu'on veut lui dire et il va regarder du coup, bah, le plus longtemps possible et ça, on est bien d'accord? Et bah, c'est ça qu'on veut nous. Nous, on a envie que le spectateur, il reste à regarder nos vidéos il faut qu'on le captive et ce spectateur en vrai, eh ben, il sera pas impressionné par des petits tricks de montage et des techniques de rétention comme on en voit sur les réseaux. Bien souvent, il s'en rend même pas compte.
et s'il s'en rend compte, c'est que c'est trop grossier et là, on va avoir du mal à conserver son attention. Sauf évidemment si on tombe par hasard sur quelqu'un comme moi, hein, qui adore, regarder, décortiquer les montages et qui est passionné par ça. Ou alors, les gens qu'on voit un petit peu dans les commentaires des vidéos qui font: «Ouais, banger le montage, GG le monteur», tout ça. Mais, moi j'ai tendance à dire que si on vous félicite pour le montage, c'est qu'il est raté. Il est trop là, trop présent et les gens portent plus d'attention à la façon dont vous avez collé vos plans qu'à ce que vous cherchez vraiment à dire. C'est une défaite, on peut le dire comme ça. C'est pourri. Tout à l'heure, là, je vous ai donné à penser qu'on allait parler, du chat, de l'histoire avec le chat. Alors, je vais vous la raconter dans un instant et vous allez comprendre ce qui maintient vraiment l'attention d'un spectateur. En tout cas, c'est ce que je me propose de faire. Pour capter l'attention du spectateur et la maintenir le plus longtemps possible, eh bien, on va jouer sur la psychologie humaine. Le spectateur qui est en face de vous, c'est un humain, comme vous. On est tous différents là, OK, mais on a des points communs comme la curiosité. C'est pour cette raison que, sur une autoroute, quand il y a un accident, bah, tout le monde ralentit pour regarder parce que, on a envie de savoir. Alors, je vais vous demander de faire un petit effort d'imagination. Imaginez que vous avez un chat. Vous l'appelez comme vous voulez, hein, le mien il s'appelle Kevin, donc dans mon histoire, le chat il va s'appeler Kevin. Ce chat, il vit dans votre appartement avec vous et un jour, vous partez travailler et vous laissez Kevin, seul à l'appartement, comme d'hab. Mais avant de partir, vous veillez à bien fermer toutes les portes et les fenêtres à clé pour éviter évidemment de vous faire cambrioler. Donc le logement, il est hermétique et le chat, il est tout seul à l'intérieur. Vous faites votre journée de travail, qui se passe plutôt bien et lorsque vous rentrez, ah bizarre, le chat, il est pas là. Alors vous, vous le cherchez comme ça, vous savez pas trop où il est, vous l'appelez. Puis à un moment, vous commencez à l'entendre un peu au loin et vous allez comme ça et apparemment il est dans la cuisine, vous allez dans la cuisine et vous retrouvez le chat et vous vous rendez compte qu'il est enfermé dans le four. Il va bien, hein, bien sûr, mais il est enfermé dans le four. Comment c'est possible? Alors c'est bizarre quand même parce que les chats, en fait, on est d'accord, ils ont pas de main. C'est pas possible qu'un chat ait ouvert un four, il soit rentré dedans, qu'il il est refermé pour s'enfermer dedans, puis qu'après il ait pas réussi à ressortir. Ça demande forcément qu'il y ait eu une intervention humaine, mais vous, vous aviez bien fermé votre appartement, et quand vous êtes revenu, tout était encore fermé, comme quand vous êtes parti, donc c'est bizarre. C'est impossible que quelqu'un soit venu et ait mis le chat dans le four. Alors vous comprenez pas. Bon, vous sortez le chat, évidemment et du coup, cette histoire-là, bah, en fait, elle rentre dans votre tête, là. Comment ce chat, il a fait pour rentrer dans le four? Merde, bizarre. Alors, vous reprenez votre petite vie, hein, vous vous dites: «Bon, bah, vous matez une vidéo sur YouTube le soir, vous mangez une soupe, puis vous allez vous coucher». Mais toute la nuit, bah, vous y repensez et le lendemain, vous partez travailler comme ça et puis en rentrant, vous vous attendez, comme ça, vous peut-être que ça a recommencé. «Ah non, le chat, c'est bon, ce coup-ci, il est pas dans le four». Ah mais ça reste encore, hein. C'est parce que hier quand même, bizarre cette affaire. Comment il a pu rentrer dans le four? Et le surlendemain, vous repartez travailler et le jour d'après et encore le jour d'après et chaque fois quand vous rentrez, bah, vous avez ce petit doute, vous vous attendez à avoir une surprise étrange parce que vous dites quand même: «La dernière fois, il a réussi à le faire, hein». Alors vous cherchez votre chat des yeux, mais bon, ça va, à chaque fois, il est là, pas de problème et en fait, ce petit truc-là, il va rester dans votre tête assez longtemps, des jours, des semaines, peut-être des mois. Vous allez en parler autour de vous avec vos potes et vous allez dire: «Tain, la dernière fois, je suis rentré chez moi, le chat, il avait réussi à s'enfermer dans le four» et vos potes, ils vont vous regarder genre: «Hein? C'est pas possible». «Et si, c'est quand même moi qui l'ai sorti du four, il était dedans, je le sais». Et vous allez continuer comme ça, petit à petit et puis à un moment, eh ben, ça va s'émousser. Vous allez moins y penser. Même si en vrai, ça reste dans un coin de votre tête. Si on vous demande: «Tu aurais pas une anecdote à me raconter?» vous allez faire: «Bah si, moi, il y a un jour, je suis rentré et puis j'ai trouvé mon chat dans le four». C'est évident, ça ne vous quitte pas, parce que c'est quelque chose qui va vous marquer durablement. D'autant plus, bah, que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas la réponse et c'est précisément parce que vous n'avez pas la réponse
que ça vous marque aussi longtemps et que ça va vous accompagner aussi longtemps. Parce que sans cette réponse, cette histoire improbable, en fait, elle a pas de sens. Et puis un jour, vous recroisez des amis comme ça, puis il y en a un qui vous fait: «Bon, mec, faut que je te parle, le chat, en fait, là, dans le four, bah, c'était moi». Vous savez, cet ami à qui vous confiez vos clés, quand vous avez une urgence ou qui va nourrir le chat quand vous êtes en vacances. Cet ami-là, et ben, ce jour-là, il a voulu vous faire une blague et un petit peu avant que vous rentriez, bah, il a mis le chat dans le four et voilà. Mais bon, après, vous vous êtes pas croisés, lui, il a oublié, mais pas vous. Vous, ça vous a accompagné pendant des semaines. Mais au moins maintenant, bah, vous avez la réponse. Plus de mystère. Vous êtes soulagés. Maintenant, vous allez pouvoir passer un petit peu à autre chose. Vous éprouvez une sorte de satisfaction, en fait, d'avoir eu la réponse. Bon alors, pourquoi je vous raconte cette histoire débile avec mon chat? Bah, parce qu'elle joue sur une propriété de l'esprit humain. L'esprit humain, il aime pas les choses inachevées. Il aime pas ne pas savoir. Donc quand le chat, il se retrouve, dans le four, comme ça de façon inexpliquée, votre esprit, il aime pas ça. Alors il va commencer à réfléchir, à élaborer des théories pour comprendre comment ça a pu arriver. Et il va le faire en tâche de fond, pendant très longtemps. Et donc pendant très longtemps, vous allez rester attentif à cette histoire. Peut-être comme, vous êtes en train de le faire là, maintenant que je vous en parle. Eh bien, pour moi, le storytelling, c'est exactement ça. Mais pour que le storytelling il soit complet, cette histoire, il faut forcément la clôturer. C'est pour ça qu'à un moment, l'ami, il doit avouer qu'il a fait une blague et moi, je dois vous expliquer le lien entre le chat dans le four et le storytelling. En fait, cette histoire du chat dans le four, en storytelling, c'est ce qu'on appelle, une boucle avec un hook au début, mais c'est une boucle qui commence. Et pour vous montrer à quel point ça peut être efficace, normalement, si vous avez été attentif, vous avez dû vous rendre compte que, en fait, c'est ce que je fais depuis le début, de cette intervention. J'ai commencé en intro en vous disant: «Bon, pour vous expliquer ce qu'est le storytelling, va falloir que je vous parle du chat dans le four». Là, c'est le moment où j'ai planté la graine. Ça, c'est l'événement déclencheur, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et là, vous vous êtes dit: «Le chat? C'est quoi cette histoire de chat dans le four là? C'est chelou». Et ensuite, je vous ai laissé mijoter le temps qu'il faut, en sachant que vous avez continué sans doute à vous demander de quoi il s'agissait. Et ça, bah, c'est resté dans un coin de votre tête. L'esprit humain, il aime pas les choses inachevées. Donc vous êtes resté attentif parce que vous savez qu'il y a la promesse implicite que vous allez savoir à un moment ou à un autre. Et vous vous êtes mis à attendre ce moment. Et quand je suis reparti et j'ai fait, «Je vais bientôt vous raconter l'histoire du chat, mais» et puis ensuite je me suis mis, à vous parler de l'anecdote de l'autoroute. En fait, j'ai relancé votre attention sur cette histoire. Et enfin, après, bah, j'ai fini par vous la raconter, j'allais pas vous faire mijoter trop longtemps. Ça, c'est la fermeture de la boucle. On est revenu à notre point de départ, mais vous avez une nouvelle information. Et des boucles, eh bien, on peut en mettre plusieurs dans une histoire. Elles peuvent se succéder ou s'entrecroiser. Mais petit à petit, elles amènent toutes à la conclusion de ce que vous cherchez à délivrer à votre spectateur. Et là, dans ce speech auquel vous assistez, il y a eu plusieurs boucles, hein. Il y a la boucle principale, celle qui est comment faire du storytelling et pourquoi on en fait. Mais il y a aussi la boucle de je vais vous raconter une histoire de chat dans le four, évidemment. Mais pour que ça marche, pour que vous rentriez dans la boucle au début, il faut bien sûr que les choses, bah, elles soient suffisamment intrigantes et mystérieuses pour éveiller votre intérêt dès le départ, sinon ça va pas marcher. C'est pour ça que j'ai choisi cette histoire de chat, en vous disant que tous les bons storytellers l'utilisaient pour capter rapidement et durablement votre attention. Et à partir d'aujourd'hui, normalement, si j'ai un peu réussi ma mission, eh bien, j'aurais réussi à faire en sorte que vous, ça reste longtemps dans votre tête cette histoire de chat. Et quand je vous parlais tout à l'heure là, d'Ego, de The Great Review, de Feldup, maintenant, quand vous regarderez leurs vidéos, peut-être que vous vous poserez la question: «Alors il est où le chat?» Vous voyez? Et vous le verrez, vous le trouverez. C'est un des ingrédients principaux de leur façon de faire du storytelling. Alors évidemment, là, ça sera pas un chat, c'est une analogie, hein,
Mais par exemple, dans la dernière vidéo, de Feldup là sur FNAF, au début, il ouvre une boucle sur le créateur du jeu, sur des reproches qu'il aurait à lui faire et ça revient à plusieurs reprises, jusqu'au moment où il finit enfin par nous révéler que: «Ah, en fait, le gars, c'est un soutien de Trump». Bah, si vous voulez aller voir, comment il fait, bah, vous pouvez y aller, mais par contre, faut vous hydrater parce que la vidéo, elle dure 4 heures, mais ça vaut le coup. La vidéo, elle est bien et puis ça vous donnera un bon exemple de ce dont je parle et j'espère qu'à partir de maintenant, quand vous créerez des vidéos, bah, vous aussi, vous allez commencer à mettre des chats dans le four. Voilà, voilà ce que j'avais écrit. Hem et bah, c'est marrant parce que c'est la première fois que je le fais comme ça et je me suis bien amusé. J'espère que c'était plutôt cool pour vous. Comment on procède, maintenant Lucas? Je gère, moi-même, petite session de questions-réponses parce qu'il y a sans doute des trous dans la raquette de cette histoire. Il y a peut-être des choses qui vous ont titillé où vous vous dites: «Ah ouais, mais il y a ça, il y a tel problème». Comment on gère ça? Je choisis moi-même les questions et les réponses? Ah, ça c'est une photo de mon Kevin ça. Alors, le Lucas, tu veux bien venir m'aider s'il te plaît? Je voudrais savoir comment gérer les questions-réponses. Ok, bah en gros, n'hésitez pas à poser toutes vos questions là. Vous avez quand même Secret Mentor Pro qui est là pour vous. Alors, avis sur le YouTube storytelling actuel? Shirocast, bah, écoute, j'aime beaucoup parce que je trouve que, moi je suis en documentaire, nous on travaille en équipe, on est plein et donc quand, quelqu'un écrit un truc, c'est relu, revu par plein de personnes et avant que le film y sorte, on a travaillé le truc dans tous les sens. Là, on a affaire à des gens sur le YouTube Game qui souvent font ça seuls et donc du coup, moi quand je vois ça, je me dis: «Putain, mais le talent des mecs» parce que nous, on est obligés d'être à plein et moi je vois ce qu'ils font et je fais: «Mmh, il y a quand même deux trois trucs qu'ils ont l'air de maîtriser un peu mieux que nous, quoi». Donc c'est assez impressionnant. Voilà mon avis sur le YouTube storytelling. Après, il y a un petit peu ce défaut qui est qu'au final, il y a les têtes de gondole et après tout le monde copie un petit peu, je vois bien qu'on essaye un petit peu de se démarquer, mais on sent les influences quand même. Mais bon, c'est toujours comme ça au final, mais c'est bien, hein, je suis content qu'il y ait ça. Le storytelling, c'est principalement à l'écriture. Et ben, en fait, il y a 2 phases. Il y a une phase à l'écriture, évidemment, qui est très importante, mais une fois qu'on a écrit le truc, qu'on l'a tourné, qu'on le pose sur une timeline, bah, sur la timeline, on peut réécrire, on peut décider que tiens, tel événement, tel on va les inverser et on va justement cette histoire de boucle, mieux la répartir. On peut se décider, par exemple, de se dire que, bah, il faut que ce soit réparti de façon homogène et au moment où on l'a écrit et tout ça, on avait l'impression que puis en fait, au final, ça l'était pas. Donc du coup, on peut rebouger un peu les choses, on peut les inverser, on peut tomber sur des incidents qui vont donner un sens aux choses qui n'étaient pas prévues à l'écriture, et on va jouer avec. Et après, il y a ce dont je parlais au tout début, hein, qui est la grammaire cinématographique, elle ne consiste pas qu'à faire des histoires avec des boucles, hein. Il y a aussi vraiment le langage à l'image, et donc avec ce langage à l'image, on va se rendre compte que par moment, on n'a peut-être pas besoin de dire ah, et puis il y avait cette histoire avec le chat dans le four. Il suffirait de dire: «Ah et puis il y avait cette fameuse histoire» et puis de montrer un plan du chat dans le four et donc du coup, on va mettre un niveau de sensibilité et d'écriture supplémentaire par-dessus ce qui était écrit pour de vrai. Moi, je passe beaucoup de temps à enlever des paroles, hein, quand je monte, parce que je trouve que très souvent, ce qu'on raconte, c'est trop bavard et qu'on laisse pas assez parler l'image, on laisse pas assez parler la musique et tout ça, en fait, ça fait partie de la narration. C'est ultra important et ça se rajoute qu'après et c'est très difficile de vraiment le décider en avance. On peut avoir quelques traces, dire: «Ouais, là, ce truc-là, on le racontera un peu comme ça», mais il y a beaucoup de choses qu'on découvre en timeline. Hem, alors attends, qu'est-ce qu'il y a? Putain, ça défile beaucoup. Je m'attendais à un bail en mode le mec a été intrigué parce que la maison était fermée à 100. Du coup, il est rentré pour voir ce qu'il y avait et il avait mis le chat dans le four. Ta 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 ta, ta 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 ta. Je descends. Perso, c'est pas vraiment en rapport avec la conf, mais tu as parlé d'un documentaire récemment que tu as produit. Y a-t-il moyen d'avoir le nom? Alors, j'ai pas produit de documentaire, moi je les monte.
producteur, c'est quelqu'un d'autre. Le documentaire sur lequel j'ai travaillé là récemment, ça va s'appeler Changer, mais j'ai pas beaucoup d'infos parce que nous, on vient de terminer et on n'a pas de date de diffusion encore. Je sais juste que ça sera sur France 5 et pour l'instant, je suis comme tout le monde, j'attends les informations. Tu penses qu'à un moment, on en aura marre des vidéos de storytelling? Je sais pas, est-ce qu'on en a marre des fictions? Est-ce qu'on en a marre, bon après il y a des modes, hein, évidemment, il y a peut-être un moment ça va se tasser, mais comme ça évolue, que ça change de forme, que les mecs deviennent, je sais pas. Moi j'ai dans l'idée que comme les storytellers qu'on a, je sais pas comment c'est dans les autres pays, mais j'ai quand même tendance à penser qu'en France, on a de la chance, on a des gens très, très talentueux. C'est des gens qui vont se renouveler, qui vont évoluer dans leur façon de faire les choses, donc pas forcément, non. C'est quoi ton parcours depuis après le collège? Waouh, la préhistoire! Après le collège, ça peut avoir un intérêt, hein, parce que je disais: «Ouais, pourquoi depuis le collège?» Parce que j'ai fait le lycée, j'ai fait une fac de lettres, enfin j'ai fait une fac de lettres, j'ai passé un bac, littéraire, ensuite j'ai fait une fac de lettres modernes mais j'ai pas été loin. J'ai arrêté, ça me plaisait pas, je m'en foutais et je suis parti, à l'armée. Pendant 2 ans, je suis revenu, j'ai fait 3 ans à l'usine et puis en parallèle, j'ai commencé à faire des courts-métrages et des choses comme ça. Puis petit à petit, je me suis, professionnalisé. Mais, en vrai, j'ai aucune formation, hein. J'ai, que de l'expérience professionnelle. J'ai fait que bosser, que bosser, que bosser. Donc voilà. Hem, est-ce qu'on pourrait avoir un script de l'intervention pour se souvenir? Je crois que de toute façon, Lucas, tu me confirmes, hein, tu es en train d'enregistrer? Ouais, ça rec. Voilà, donc, vous y aurez accès. Comment on fait pour inclure plus de personnalités sans tabasser l'attention ou l'immersion? Comment on fait pour inclure plus je pense que c'est une question d'équilibre, hein. Au début, tu sais, je parle de la relation avec le spectateur. En fait, ce spectateur, moi, quand je suis en salle de montage, heu je me l'imagine et nous, on a un truc en télé, on appelle ça Monsieur et Madame Michu, c'est le spectateur moyen et on s'imagine, tiens, ses réactions, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que là, quand je dis ça, est-ce que ça le fait marrer? Est-ce qu'il comprend? Est-ce que c'est trop complexe? Et donc en fait, on essaye, d'imaginer, comment le public reçoit les choses. Donc déjà, ça nous donne un cadre, mais pour que ce soit plus fin, on fait avec ce qu'on a sous la main. Le premier spectateur de ce qu'on fait, c'est nous. Moi, je sais que si je fais un truc qui me fait marrer, je me dis: «Peut-être que ça va faire marrer quelqu'un d'autre». Si je fais un truc où j'ai l'impression que je suis à fleur de peau parce que j'ai réussi à mettre une émotion de dingue et tout, ça me sert un petit peu de barème pour juger de l'impact que ça aura sur les gens. Donc c'est à toi de trouver cet équilibre et je pense que plus tu seras, au final parce que c'est lié à de la technique, hein, plus tu seras bon techniquement avec ce que tu fais en montage, plus tu seras bon, plus tu pourras te détacher de la technique et avoir l'esprit à ce truc-là, parce que c'est un peu l'équivalent, pour les gens qui font de la musique, quand tu joues d'un instrument, moi j'ai fait un peu de guitare. Au début, tu regardes tes doigts, tu es sur les cordes et tout, c'est compliqué de vraiment faire de la musique, hein. Tu es dans un exercice très physique comme ça là et tout. Et puis petit à petit, tu vas te détendre et tu vas commencer à maîtriser ton instrument et tu vas relever la tête, tu regarderas plus tes doigts, tu vas regarder ton auditoire et puis tu vas chanter en même temps. Tu vois, c'est des choses qui arrivent après parce que l'instrument, il est digéré. Et en montage, je pense qu'il y a quelque chose qui est équivalent de ça. Donc, dès que tu maîtrises vraiment bien ton outil de travail, donc moi, mon outil de travail, c'est mon logiciel de montage, il y a un moment où tu peux lever ta tête de la feuille et mieux gérer ce que tu fais. Hem, tu penses que le storytelling s'applique à toutes les niches? Alors, oui, oui, après, bon, j'ai un truc, c'est que moi, je suis un je suis un mec à chat. Les niches, c'est pas mon truc. J'aime bien déconner là-dessus parce que ce mot, il me fait marrer. Mais plus sérieusement, ce qu'on appelle des niches, en fait, c'est des secteurs, en fait et tout ce que tu peux vouloir dire, ça peut passer par du storytelling. Si, par exemple, moi, je me dis: «Tiens», d'ailleurs, c'est un peu ce que je suis en train de travailler en ce moment et je vais voir quelle forme ça prend précisément, mais je me dis: «Tiens, j'ai envie de faire des tutos de montage», voilà, comme par hasard, mais j'ai envie de le faire en storytelling. C'est possible. Je peux expliquer des concepts de montage à travers un storytelling dans lequel je peux le faire. C'est si j'ai envie de parler de je donne un exemple parce que c'est un truc où il y a beaucoup de gens qui en font, mais si j'ai envie de parler de business, ça peut se faire par du storytelling de parler de business. Je vois pas, ce qui peut empêcher. Après, ça a pas la même valeur et ça a pas la même vocation
qu'un truc, très technique, qu'un tuto très technique sur quel raccourci clavier il faut appuyer sur le truc et tout ça. Mais et encore je dis ça, je pense qu'il y a moyen. C'est juste une qualité d'écriture en fait et je suis pas convaincu à 300 que je suis suffisamment fort pour y arriver, mais je suis en train d'essayer de mettre en place un truc comme ça et donc du coup, oui, moi j'ai le sentiment qu'on peut raconter ce qu'on veut par le storytelling et en sachant que pour moi le storytelling, c'est une forme de documentaire, hein, sur plein de points. Le documentaire, on raconte une histoire aussi, hein, voilà et sauf que l'histoire, elle est forcément vraie. Le storytelling tel qu'on l'a, nous, en tout cas en France, on a très peu de gens qui font du storytelling, fictionné, qui racontent des trucs qui sont faux, qui n'existent pas, juste pour la beauté de raconter les choses. Nous, on a toujours des gens qui vont raconter, je sais pas moi, comme, The Great Review au début, qui racontait des grands événements, de gaming et tout ça. Bah, ça, c'est du documentaire, en fait, hein, je pense que Ego, il est un peu plus, proche, de d'un truc un peu philosophique, un essai, on peut appeler ça un essai. Mais quand même souvent, il y a un fond derrière qui est un peu documentaire donc voilà. Je sais pas pourquoi je me suis retrouvé à repartir aussi loin, mais c'était un peu l'idée que j'avais en tête. Salut Cyril, pour toi, c'est quand le bon moment pour fermer la boucle? Ça dépend de quel type de boucle. Si c'est la boucle principale, le bon moment, c'est la fin. La boucle principale, on doit l'ouvrir au début et puis elle doit nous emmener jusqu'à la fin. Après les boucles secondaires, on va appeler ça les boucles secondaires, bah, tu les refermes un peu quand tu veux. Je pense qu'il y a certaines boucles dans lesquelles tu auras pas matière à les étaler. Après, ça dépend de la durée de ta vidéo, hein. Quand je dis il y a des boucles secondaires, si ta vidéo, elle fait 5 minutes, tu vas pas avoir le temps de mettre, 90 000 boucles, sinon, ta vidéo, c'est que des boucles. Mais je pense qu'il y a pas de règle fixe. C'est vraiment du jugé, c'est interne et c'est aussi ça qui fait qu'on se retrouve avec des gens qui ont des styles d'écriture différents, hein. C'est qu'on n'équilibre pas tous les choses de la même façon et on le fait un petit peu avec, ce qui nous fait vibrer nous, quoi. Donc, je pense qu'il y a pas de règle. Surtout que moi je vois ma façon d'écrire. Je pense que si j'écris un truc très précis en janvier et puis que pour une raison quelconque, je dois le réécrire, je sais pas moi, en mars ou en avril, bah, je vais l'écrire complètement différemment parce que même moi, en fait, en fonction de mon mood, bah, je vais sentir le truc un peu différemment, quoi. Le groove, c'est pas le même et tout ça, donc pas de règle. Désolé, faut tenter le truc et si ça te plaît à toi, si toi tu le ressens, bah, tu as déjà un indice. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, le premier spectateur, de toute façon, ça sera toi et c'est difficile parce qu'il faut réussir à prendre suffisamment de recul pour devenir un nouveau spectateur de ce qu'on a fait, mais ça se fait, ça se fait. Ça demande un petit peu d'habitude. Heu, c'est mieux de relancer la boucle sans parler du coup? Bah, c'est pas mieux, en fait, il y a pas de règle. Moi ce que la façon dont je vois les choses, c'est que moins on fonctionne avec des règles, moins c'est carré, cadré, plus c'est organique et mieux ça vaut. Parce que sinon, on provoque de l'ennui. C'est la même chose que si, par exemple, je prends mon stylo comme ça, puis que je tape sur la table comme ça, à un rythme régulier pendant 1 heure, à un moment c'est linéaire en fait, on s'emmerde et tout. Alors que si je fais de la batterie, que j'en mets un peu partout, tam blam, blam, blam et que ça change et que c'est varié, que c'est vallonné et tout ça, c'est un peu plus cool quoi. C'est un petit peu ça l'idée. Donc le faut que ça reste organique en fait. Les règles, elles sont bien parce qu'elles te permettent de poser un cadre, mais dans ce cadre, il faut bouger les lignes en fait. Dès que tu peux, faut bouger les lignes. Par contre, pour bouger les lignes correctement, il faut connaître un petit peu les règles. Donc évidemment, heu on n'improvise pas comme ça juste pour improviser. Mais je pense qu'il faut s'autoriser à se dire: «Tiens, bon voilà, j'ai posé mon truc une première fois, il est très carré. Maintenant, comment je le rends moins carré? Comment je crée des surprises dans le rythme?» Parce que tu vois, ton spectateur, il y a un moment, il commence à s'attendre à voir venir les choses, à les voir tomber. Donc si tu lui provoques des surprises qui font que: «Ah, il s'est fait avoir», bah, tu relances la tension. Parce que du coup, bah oui, ça devient intéressant. Ça s'est pas passé comme il voulait. Alors c'est quoi la suite? Alors que si tout se passe exactement comme il veut, ouais, bah voilà, forcément, bah oui, ouais, ouais, le tueur, c'était le mec avec le chapeau vert, j'ai vu depuis le début et on s'emmerde. Le but du jeu, c'est un peu ça, en fait, hein, c'est un combat contre l'ennui. Nos vidéos, elles sont pas ennuyeuses, mais l'être humain, surtout maintenant, on est habitué, on est sollicité de partout et tout, on s'ennuie rapidement quand on regarde un truc. Donc pour qu'on soit plongé vraiment dedans, il faut que, un, ça nous intéresse, qu'on ait réussi à vraiment nous intéresser et puis que l'attention, elle soit relancée au bon moment et ça, faut être capable de le sentir, quel est le bon moment et c'est toujours un peu la difficulté et on n'y arrive pas à chaque fois, hein. Mais par exemple, moi, là, je reparle de la vidéo de Feldup, elle dure 4 heures.
Et moi, je trouve que, le seul moment où je me dis: «Ah là, je pourrais vraiment décrocher», ça faisait plus de 3 heures. Il arrive à tenir le truc, pendant, voilà, c'est faisable. Mais, ça demande beaucoup de faut être fort, faut être très, très fort. Alors, comment tu distingues un silence qui crée la tension d'un silence qui tue le rythme? Eh bien, je pense que c'est exactement ce que je viens de faire. Tu vois? J'ai pris une respiration avant de commencer à parler et toi, là, quand tu me regardes pendant que je te réponds, tu es un peu suspendu à mes lèvres, tu attends. En fait, un silence, il doit correspondre à il doit pas être gratuit, c'est pareil. En fait, je dis ça comme ça, mais en montage, rien doit être gratuit. Donc si tu as un silence qui est juste là parce qu'à un moment, il y a un silence, mais que toi, tu lui as pas trouvé de sens par rapport à ce que tu essayes de raconter, c'est pas un bon silence. Par contre, si ton silence, il est fait exprès pour faire attendre les gens, parce qu'ils savent qu'ils vont savoir quelque chose et que toi, tu t'es dit: Je vais jouer un petit peu avec vous, je vais vous faire attendre», et ben là, c'est un silence qui met de l'attention et c'est intéressant. En gros, si ton silence, bah, il est motivé par une envie, un truc que toi, tu avais en tête, en général, c'est mieux. Un silence qui est là un peu, par accident, bah, il casse le rythme. Je pense que c'est la meilleure réponse que je peux te donner. C'est possible d'improviser au lieu d'écrire? Oui. Oui, 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 oui. Mais ça demande de l'habitude. L'impro, c'est un exercice difficile parce qu'en impro, au final, tes règles, ça va être un peu les mêmes. Ça va être un peu les mêmes. Ça veut dire qu'au début, il faut que tu arrives à choper les gens avec un truc, qui va les hooker un petit peu et puis tu t'en sers comme ouverture de boucle et puis ce truc-là, il va falloir le faire vivre et machin, sauf qu'il faut que tu le fasses en live. Donc c'est un peu plus difficile, mais ça peut se faire. Je pense que ça peut se faire. Comment tu raconterais une histoire que tout le monde connaît déjà, tout en la rendant intéressante? Putain, question piège! Comment je raconterais une histoire tout en la rendant intéressante? Je sais pas. Mais de toute façon, il y a beaucoup d'histoires qui ont été racontées plein de fois, des films qui ont été, faits plein de fois sur le même truc et tout ça et l'histoire, on la connaît, on sait ce qui va se passer. Pour autant, on arrive quand même à aller les voir et ce qui change, c'est le traitement. C'est le traitement. C'est comme par exemple quand ils ont, refait Roméo et Juliette, avec, DiCaprio et Claire Danes et que du coup, bah, c'était dans époque moderne et tout ça. On change le traitement. L'histoire, c'est la même, mais en changeant le traitement, du coup, en le transférant dans une nouvelle époque, on change des comment dire? On change le décor et donc du coup, il y a des choses qui vont répondre différemment avec ce décor et qui du coup, vont être un peu plus, universelles au sens moderne du terme. C'est-à-dire, bah, pour les gens d'aujourd'hui, parce que Roméo et Juliette, ça a été créé à une certaine époque et ça parlait beaucoup aux gens de cette époque. Mais aujourd'hui, à part les gens qui s'intéressent vraiment à la littérature et tout ça, Roméo et Juliette, on est là, bon oui, OK, Roméo et Juliette. Mais quand c'est remis dans notre époque avec nos codes à nous, bah, tout à coup, hop, ça ressuscite l'intérêt. Donc si je devais, rendre intéressante une histoire qui existait déjà, et ben, j'essayerais par exemple de la transférer d'un univers à un autre. Je sais j'ai pas d'exemple en tête, hein, mais je sais qu'il y a certaines histoires qui arrivent, dans un certain pays et avec un certain peuple et en fait, tu peux retranscrire parce que la morale des histoires, c'est le truc qui est universel, qui est en dessous des histoires, c'est le même pour un peu tout le monde et donc du coup, tu peux aller choper ce truc-là et le retranscrire ailleurs. Donc voilà, j'essaierai de le transformer et puis après moi, j'ai ma petite patte à moi qui consiste à faire le con avec mon chat, à mettre des blagues, à voilà et je le je le transformerai en vidéo de Cyril, quoi. Enfin voilà, j'essaierai de mettre ma patte à moi dedans, mais avec le matériau original. Je sais pas si ça mais comme je l'ai jamais fait là, tu vois, j'extrapole, hein, j'essaie de répondre à la question, mais ça se trouve ce que je raconte, c'est n'importe quoi. Comment tu distingues, de ça, je l'ai déjà dit. Est-ce qu'il y aura une rediff? Je laisserai Lucas répondre à ça, mais en tout cas, c'est enregistré. Est-ce qu'il y a des ressources connues? Et tu veux répondre, Lucas? J'ai entendu un bruit. Ouais, il y Heu, aura bien une rediff, sur YouTube. voilà, il y aura une rediff sur YouTube, les gars. Est-ce qu'il y a des ressources connues, type livres ou autres, pour apprendre concrètement le storytelling? J'en sais rien. Moi, j'ai vraiment, tout sur le tas, mais la réponse est, enfin, je dis: «J'en sais rien». Oui, il y a forcément des livres. Par contre, j'en
connais pas, je peux pas trop aiguiller les gens là-dessus, parce que moi, j'ai pas eu ce côté scolaire, de documenter les trucs, de lire des bouquins, d'aller prendre des cours ou des formations. Moi, j'ai appris en salle de montage, en fait, avec des réalisateurs, direct, en vrai, quoi. Donc du coup, je me suis un peu nourri de ça et ce que je vous restitue, ben, vient beaucoup de ça, en fait, hein. C'est vraiment, de l'expérience, de comment on le fait en vrai pour de vrai, parce que moi, on me l'a appris en salle de montage et il fallait le faire, en fait. Au tout début, quand j'étais pas encore, très expérimenté, je me contentais de faire ce qu'on me demandait et au passage, bah, je commençais à comprendre des trucs, et puis sinon je posais des questions, puis on m'expliquait pourquoi on essayait de faire comme ça et petit à petit, je me suis accaparé un peu les choses et maintenant en salle de montage, je prends de la place, hein, avec les réalisateurs avec qui je bosse, c'est plus tout à fait que leur film à eux, c'est un peu le mien. Mais bon, je pense que ça fait ça beaucoup avec les vieux monteurs, on a tendance à un moment à s'accaparer un peu les films et c'est un peu attendu aussi. C'est pour ça qu'on nous met sur certains types de projets parce que, je sais que souvent, on m'a mis même, je déborde un peu de la question, hein, mais on m'a mis en salle de montage avec des réalisateurs ou des réalisatrices qui étaient, assez novices parce que ça permettait de bah, ils arrivent avec leur idée et tout, mais ils ont aucune idée de vraiment de maîtrise de comment ils vont raconter leur truc et le fait d'être avec quelqu'un d'expérimenté qui connaît bien et tout ça, bah, déjà ça rassure la prod, ils se disent: «Ouais, c'est bon, le film on va arriver à le monter jusqu'au bout» et surtout ça fait une bonne béquille, en fait. Je suis une bonne béquille. Voilà ce que je suis. Hem, Tu penses que c'est intéressant d'écrire des chapitres plus ou moins indépendants les uns des autres et de voir après, de mettre une explication après, ou c'est une idée de merde? Je suis pas sûr de bien comprendre. En fait, ta question, c'est est-ce que c'est intéressant de faire des chapitrages? Parce que c'est un style, hein. Tu vas avoir, le style qui consiste à tout rendre fluide et puis on sent pas trop les transitions et puis on nous emmène jusqu'à la fin. Puis tu as des trucs qui sont très chapitrés et dans le chapitrage, il y a moyen d'ouvrir et de fermer des boucles, hein. Donc et des fois, tu as des boucles comme ça qui vont d'un chapitre à un autre, donc je pense que c'est une question de goût et de couleur et que si c'est comme tout. Quand c'est bien fait, ça marche. Quand c'est mal fait, ça marche pas. Alors, en fait, mon truc que je fais je lis même pas dans l'ordre des questions. Heu, il était déjà monteur avant YouTube, il me semble. Oui, tout à fait. Oui, là, je vois que ça parle de moi. Oui, j'étais monteur avant YouTube, c'est ce que je disais au tout début. Moi, je suis monteur depuis, depuis 25 ans et en fait, j'ai YouTube, ça fait 3 ans, en fait, seulement que je fais ça. Donc sur les 25 ans, ça fait pas beaucoup et avant ça, moi, je suis en et d'ailleurs, je suis toujours, hein, j'ai pas abandonné mon boulot. Je suis monteur de documentaire pour la télé. Heu, Est-ce qu'il y a des questions qui ont été mises plusieurs fois? Parce que j'ai l'impression ou alors c'est ma souris qui fait remonter le truc, c'est chelou. J'ai l'impression que je vois pas repasser des questions, c'est les mêmes. Heu Alors, quand on écrit sa boucle, il vaut mieux préparer en premier la fin, le dénouement, ou vaut mieux d'abord réfléchir à la manière de l'introduire? Très bonne question. Ça dépend de quelle boucle, mais je pense que la boucle principale, qui du coup se déclenche dès l'intro, heu, l'intro c'est un truc particulier. L'intro en fait, avec ton intro, tu dois introduire toute la vidéo. Donc c'est très difficile de faire la bonne intro de tout ce qui va venir après, si ce qui vient après existe pas encore. Donc moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que tu te fais une intro un peu où tu te prends pas la tête, juste histoire de pas être dans le vide. Et puis tu fais le reste de la vidéo. Et c'est valable en écriture ou directement en montage. Tu fais le reste de la vidéo, et une fois que tu sais ce que tu as mis dans la vidéo, tu reviens, et là tu sais comment introduire les trucs que tu as gardés dedans. Parce que tu vois, par exemple, nous en montage, quand on est en documentaire, on va nous ramener énormément de rush, énormément de matière, et on a plein de séquences différentes. Et Pardon. On va monter et en fait, au fur et à mesure, peut-être qu'il y a des séquences en fait, dont on va se dire, «Ouais, en fait, elle sert à rien» ou alors «Elle est nulle, elle rend pas comme on voulait» et on la va la dégager. Et donc il y a des choses de l'histoire qui disparaissent. Donc si notre intro, et nos boucles, on les a préparées avant et puis tout à coup on enlève un truc capital pour une des boucles, bah, du coup ça a plus de sens. Donc c'est pour ça que l'intro, on revient toujours dessus à la fin. Donc pour ce type de boucle-là, c'est important. Après, tu vas avoir, pour des boucles un peu plus secondaires, qui se tiennent à l'intérieur d'un truc ou tout ça, bah, tu peux peut-être les réfléchir directement dans la foulée comme ça. Mais de toute façon, moi, j'ai tendance à travailler un peu par couche. Donc je reviens de toute façon très souvent en arrière pour voir si ça reste logique ou pas. Et puis je réaiguille un petit peu, quoi. Donc je suis un peu en mode,
Je fais des sauts de puce, quoi, sur la timeline, hein, je zigzague et en écriture, c'est un peu pareil. Heu, alors selon toi, est-ce qu'il y a des règles que tu utilises en documentaire télé qui n'ont pas encore été tentées sur YouTube et qui pourraient améliorer la qualité globale des vidéos? Je pense pas. Je pense pas, vu comme ça, je pense pas parce que en fait, la différence entre nous et ce qui se passe sur YouTube, c'est que nous, on n'a pas toutes les libertés. Nous, on a des vraiment des règles à respecter. On a des règles de diffusion, des règles de durée, par exemple, à faire. Je veux dire un truc comme Feldup qui fait un truc de 4 heures. Nous, on peut pas se permettre de faire ça, en fait, en télé. Nous, on a des formats, 52, 90 et tout. Faut être dedans le plus proche possible et tout. Et c'est ça qui fait c'est ces contraintes-là qui font la forme documentaire qu'on va avoir en télé, énormément. Et de la même façon qu'on a, par exemple, certaines chaînes de télé qui vont nous dire, sur certaines cases en plus, qui vont nous dire, «Ouais, votre documentaire, vous avez pas le droit de le faire sans voix off. C'est obligatoire qu'il y ait une voix off». Donc c'est voilà, donc on nous impose des choses. Alors que sur YouTube, bah, en fait, on fait ce qu'on veut. Donc du coup, j'ai du mal à me dire que rien de ce que nous on a, qui est imposé, ne se retrouve pas. Surtout que maintenant, heu YouTube, ça s'est professionnalisé. C'est-à-dire que maintenant, les gens qui font des vidéos, qui les montent, qui écrivent et tout ça, bah, c'est des pros, hein, maintenant. Je veux dire, même si, il y a toujours un peu ce truc, ce côté un peu syndrome de l'imposteur et tout. Non, mais les gars qui sont sur YouTube, c'est des professionnels et donc du coup, bah, c'est bien fait. Il y a quelques années, je sais pas, il y a peut-être 15 ans, je t'aurais dit: «Bah, ouais, nous, c'est mieux écrit, c'est mieux architecturé et tout ça», mais là, c'est plus vrai du tout. Donc non, non, je pense que YouTube, ça gère quoi. Ça gère, ça gère. Par rapport à la fin d'une vidéo, tu as dit qu'il faut terminer la boucle, mais tu as aussi dit que le viewer était obsédé pour avoir la réponse au hook. Mais donc si on ne donne pas la réponse et qu'on termine juste avec «à suivre», c'est masterclass, non? Eh ben, comment je peux répondre à ça? Oui et non. Oui et non. Parce que je pense que sur YouTube, non. Parce que sur YouTube, le viewer que tu as, il reviendra peut-être pas sur ta chaîne, il ira peut-être pas regarder une autre vidéo et puis il regardera peut-être pas tes vidéos dans l'ordre. Peut-être que si tu fais un truc comme ça où tu dis la suite, ça dans la prochaine vidéo, bah, peut-être que lui, il aura pas vu la première, il va tomber sur la seconde et du coup, tu vois, ça je pense que c'est un peu hasardeux de faire comme ça. Mais en même temps, je sais que si tu es un assez gros youtubeur, tu peux t'amuser à jouer à ça. Tu vois? Je pense que, Squeezie ou Inoxtag, ils disent: «Ouais, voilà, là, c'est l'épisode 1 et puis après il y a l'épisode 2». Tu vois? Si tu es assez gros, bah oui, il y a peut-être moyen de se réserver, un hook de fin pour la vidéo d'après, quoi. Donc d'où mon oui et non. Moi, je m'amuserais pas à le faire. Je recommande pas aux gens qui ont des petites chaînes ou qui commencent de se lancer dans des trucs comme ça parce que ça va pas marcher, c'est sûr. Ça tient trop sur le fait que les gens, ils sont accros à ce que tu fais et puis qu'ils vont revenir quoi qu'il arrive. Quand on débute et tout ça, c'est pas le cas et même moi, à mon échelle, c'est pas le cas, je pense pas. Si tu ne donnes pas de réponse au problème de la vidéo, elle sert à rien. Pas forcément. Si tu sais, c'est comme tout, hein, une vidéo, c'est le voyage. C'est un voyage, une vidéo. Si le voyage, il était bien, pourquoi pas? Tu vois? Mais c'est vrai que vaut mieux avoir quand même une clôture un peu des choses, surtout sur YouTube. Je pense qu'il faut que ta vidéo, elle soit unitaire et qu'elle raconte, tout ce qu'elle a raconté en une fois. C'est quoi ton sound d'effect préféré? J'en ai pas. Là, j'ai pas d'attachement précis à des trucs en sound effect. Le but d'une vidéo est de répondre à quelque chose, il y a toujours une problématique derrière. Oui, donc là, on rediscute un peu du même sujet. Dadadi dadada. C'est marrant parce que j'ai l'impression que mon truc, il remonte toutes les je revois passer plein de fois les mêmes questions. À mon avis, j'ai un problème de gestion. Ah, mais c'est parce qu'il recharge le truc, c'est très étrange. Heu, est-ce que lire des livres du type philosophique, exemple Kant, c'est quoi? Kierkegaard? Leibniz? Kierkegaard, je connais jamais entendu parler. Ça aide au storytelling ou leur jargon est trop compliqué? Bah, ça dépend à qui tu parles, en fait. Parce que ton storytelling, il est à l'image des gens à qui tu t'adresses. Il y a un public pour tout. Pour tout ce qui est philo, il y a un public. En plus, la philosophie, c'est pas un petit truc, hein, c'est un truc où il y a un public. Si tu t'adresses à ce public-là et puis qu'il a le vocabulaire et qu'il a les codes, bah, pourquoi pas, ouais, ça dépend de ce que tu fais, en fait, en vrai.
C'est la même chose, par exemple, si tu fais du storytelling sur le basketball, bah, tu vas utiliser le jargon du basket. Pareil. Je viens de comparer le basket à la philosophie. Heu, ta 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 ta, heu, j'aime bien parce qu'il y a des je vois pas le lien, la philo, c'est pour la philo, ils s'amusent pas à faire du storytelling. Mais si, on peut faire du storytelling avec de la philo, complètement. Heu, comment tu écris tes vidéos? Alors, je suis en plein changement là-dessus parce que, on a plein de nouveaux outils, tout ça, puis moi je suis un petit peu, accro à la tech et tout ça, donc je teste des choses et tout ça. Mais à la base, ma méthodologie de base, elle consiste à pas me prendre la tête dans un premier temps et à essayer de sortir toutes mes idées de ma tête, même en vrac. De tout poser, tout poser, tout poser. Donc, il y a très longtemps, je le faisais à l'écrit, comme ça, je remplissais des trucs de brouillon comme ça avec toutes les idées et ensuite je devais, me prendre la tête à les trier, à les réorganiser et à leur donner un ordre, à leur donner un sens et à essayer d'aller faire le truc et tout. C'était assez fastidieux et depuis qu'on a, les ChatGPT et tutti quanti là, et ben, je fais la même chose. Je sors toutes mes idées de ma tête, sauf qu'après, une fois que c'est fait, je les prends, je les mets dans ChatGPT, je lui fais: «Bah, tu me réordonnes ça et tu me voilà, essaye de me trouver un plan là-dedans, un lien» et ensuite je le reprends parce que ChatGPT, mine de rien, bah, il est pas humain, il a pas, c'est pas le truc, quoi. Donc je le reprends et puis, je regarde si le plan il me convient ou pas, mais déjà, c'est ordonné, donc c'est plus facile de naviguer avec, de changer des trucs et tout ça. Puis ensuite, je recommence à réécrire parce que en général, je lui demande de me sortir un plan un peu chapitré des idées que j'ai eues en tête et ensuite dans chaque catégorie, bah, je réécris, puis je réécris en plusieurs passes, pareil, je fais un peu le sandwich comme ça et maintenant là, j'ai une nouvelle méthode qui me fait gagner encore plus de temps. C'est que j'ai récupéré un petit outil là par un gars qui avait balancé ça sur Twitter, ça s'appelle Freespare. Freesper. Et en fait, c'est un petit truc gratuit quoi, c'est un petite appli et quand il fonctionne, tu lances un enregistrement et tu parles devant ton micro et il scripte ce que tu dis. Et donc du coup, je me suis dit: «Bah, moi le problème là que j'ai, bah, c'est que taper les trucs et tout ça, non, c'est fastidieux en fait». Alors que si je pouvais juste, bah, balancer tout ce qui me passe par la tête comme ça, puis que c'est scripté, bah, après, bah, je pars de là et tout, je regagne encore un petit peu de temps et j'ai tenté des expériences, qui marchent pas mal, hein, qui marchent pas mal. Parce que c'est pareil quand tu dois raconter une histoire comme ça et tout, c'est compliqué d'être un peu dans le vide et de chercher les trucs et ben, c'est de le faire avec quelqu'un. C'est-à-dire bah, par exemple là, quand on est sur Discord, j'appelle un pote sur Discord, je fais: «Écoute, j'ai une idée en tête, il faut que je t'en parle». Je lance Freespare et puis je lui explique mon idée et en fait, comme ça, j'ai toutes mes idées qui sortent, lui, il me pose des questions, je rebondis dessus, ça fait enrichir le truc, voilà et je me retrouve avec paf, toutes les idées. ChatGPT, on réordonne et ensuite je peux réécrire. Et comme ça, j'ai l'impression que et je perds aucune idée qui m'a traversé la tête, j'ai tout qui est gardé, qui est conservé, mais en plus, ça va plus vite. C'est-à-dire que maintenant, je pense que je peux écrire en peut-être en 2, 3 jours un truc qui me prenait 3 semaines avant. Et en même temps, c'est aussi bien écrit. Quand je dis aussi bien écrit, attention, hein, je suis pas écrivain non plus, mais quand je dis c'est aussi bien écrit par rapport à mon niveau d'écriture à moi, ben, je me dis: «Moi, j'ai pas eu de perte, c'est aussi bien qu'avant». J'ai juste gagné du temps, j'ai juste accéléré le mouvement. Voilà. Hem, ta ta ta. Comment tu trouves un bon sujet pour ta chaîne? Alors ça dépend de la chaîne. Si c'est pour, Roasting Sauvage, c'est ce qui passe, un peu comme ça, je vois passer des trucs, et puis, des fois on m'en recommande et tout ça, c'est un peu à la route. Pour, Secret de Monteur Pro, là, en ce moment, je suis en pleine réflexion parce que j'ai pas envie de faire des tutos que montage, quoi, des trucs, comme j'ai envie de dire, le tuto sec. Donc je cherche des thématiques à l'intérieur desquelles je vais pouvoir glisser des aspects tuto pour, montrer des trucs, mais il y a une thématique globale et c'est pour ça que je réfléchis au fait de le mélanger avec du storytelling et tout ça et en fait, ça va souvent être sur les lié à des choses que je vois passer. Parce que, par exemple, moi, je regarde beaucoup de choses sur YouTube, ça m'intéresse beaucoup et puis je commente beaucoup et des fois, je vois passer certains types de défauts dans la façon de raconter ou dans la façon vraiment d'organiser le montage et des choses comme ça. Je me dis: «Bah, ça, je peux peut-être raconter un truc avec». Et j'essaie de le prendre comme ça et puis, j'ai un deuxième aspect
qui est que maintenant je commence à essayer, comme je l'ai fait avec l'histoire du chat dans le four, de créer des théories pour réexpliquer les choses différemment. Parce que moi j'aime bien, réfléchir ce qu'on fait et le réexpliquer et surtout le rendre imagé. Et donc du coup, je me dis: «Bah, ce truc-là, c'est une bonne façon de faire des tutos, donc pour ma chaîne, voilà». Donc je cherche des sujets comme ça, et des fois, je me rends compte que certains sujets qui avaient l'air d'être chacun une vidéo, bah, en les mélangeant, ça fait un vrai sujet profond. Donc là, j'essaye de rentrer un petit peu plus là-dedans, on verra ce que ça donne là. Là, en ce moment, je suis en phase de gestation. Hem, ta ta ti ta 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 ta. Où tu trouves toute cette énergie de gérer une chaîne YouTube en parallèle de ton taf? J'en sais rien. J'en sais rien du tout, c'est pire que ça. Mais là, tout de suite, là, j'ai fini une prod, donc là, j'ai un peu plus de temps. Mais, j'ai passé 1 an là sur la dernière prod sur laquelle j'étais et je gérais pas une chaîne YouTube. J'en gérais 2 plus une formation, 2 serveurs Discord et ma mon syndic de copropriété. Et je ne sais pas. Voilà, j'ai pas de réponse à ça, mais je sais que j'ai un petit mécanisme, je pense dans mon cerveau qui anti-burnout. C'est-à-dire que dès que ça commence à être trop de trucs, trop de machins, et ben, j'ai l'impression que très facilement, je vois où sont les priorités et tout le reste, ça attendra. Et voilà, je me prends pas la tête et je me mets pas la rate au courbouillon, on déstresse le truc, moyennant quoi, en fait, ça se passe bien. Il y a juste des projets qui avancent plus que d'autres. Voilà. Comment penses-tu que l'IA va impacter le monde de l'audiovisuel? La grande question, YouTube, prestations, à l'échelle de la télé. Comment je pense? Alors, je vais répondre à cette question en 2 temps, parce qu'il y a un premier truc qui est important à dire, c'est que là, c'est vrai, on est dans une période où il y a c'est un sujet qui est là et tout le monde en parle et tout le monde fait des prédictions. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que personne, personne ne sait ce qui va se passer et que tous les gens qui font des prédictions, bah, ils jouent de la flûte. Ils essayent juste de soit de faire des stats, soit de vendre un truc à côté en parallèle ou je sais pas quoi. Ils le font pour cette raison-là. Mais s'il y a un truc que l'histoire de l'homme nous a prouvé, bah, c'est qu'on n'est pas capable de faire des prédictions, c'est tout. Donc tous les gens qui font des prédictions, ils savent pas. Pour vous démontrer ça, moi, quand j'étais plus jeune, on a eu un moment, on avait nos cassettes pour écouter de la musique là, pour ceux vous êtes peut-être plus jeunes, donc vous avez pas forcément connu, mais vous voyez sans doute à quoi ça ressemble, les cassettes audio. Et tout à coup, il y a le CD qui est arrivé. Et le CD quand il est arrivé, on nous a fait: «Bon, la cassette c'est dead, le vinyle c'est dead». Et là, on est 30 ans plus tard, le CD c'est dead, mais le vinyle il est encore là. Personne ne sait ce qui va se passer. Le vinyle il est encore là, pourquoi? Parce que le vinyle, et ben, pour le grand public, il a un charme parce que je digresse un peu, mais la cassette audio c'était de très mauvaise qualité. Mais le vinyle, c'est pas de mauvaise qualité. Ça a du cachet, ça a du charme et ce charme, ce cachet, et ben, c'est un truc qui a été perdu quand le CD est arrivé et les gens, ils ont jamais fait le deuil de ça et donc du coup, il y a toujours une scène vinyle. Plus à côté de ça, il y a les DJ, le hip-hop, qu'on continue avec le vinyle parce qu'ils s'en servent. Voilà. Et donc du coup, il y a toute une industrie parallèle qui s'est lancée au moment où les mecs ont commencé à arrêter de sortir des albums en vinyle et tout ça, et le vinyle est toujours là, en fait. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Pour autant, ma vision à moi du truc, hem, là, ce qui se passe en ce moment, à une plus grande échelle, ça me fait penser à un truc que j'ai déjà vécu. C'est que moi, quand je suis arrivé dans le milieu du montage et de l'audiovisuel, et au début, bah, je bossais pas encore à la télé, je prenais, des petits clients comme ça en local, en Normandie, parce que j'habitais là-bas à l'époque. Et il y a un moment, il y a les caméras mini DV qui sont arrivées. Et les caméras mini DV, ce que ça faisait, c'est que c'était des caméras qui étaient accessibles aux gens, avec un support avec les cassettes qui était accessible aux gens et donc du coup, tout le monde pouvait, commencer à filmer des choses et le numériser dans son ordinateur. Et comme on avait des logiciels, pour pouvoir monter, ça commençait déjà à pas mal exploser à l'époque. Et ben, les gens ont commencé à pouvoir, de leur côté, faire leurs propres films et tout ça. Et donc nous, en tant que, en tout cas, j'allais dire professionnel, débutant professionnel à l'époque, et ben, on s'est pris un revers de ce truc-là. On s'est pris un retour de flamme parce que on avait beaucoup de gens qui nous disaient: «Ouais, tu peux me faire tel boulot», puis qui nous donnaient une montagne de boulot à faire, un film pour une entreprise et tout, un truc qui va durer 1 mois. Et pour 1 mois de travail, moi je disais: «Bon, bah, allez, je vous facture 2 000 €».
ce qui est pas abusé, 2 000 € de salaire pour un mois de travail, c'est pas abusé et là, les gens nous regardaient comme ça: «Mais attends, mon neveu aussi, il a une caméra, il peut faire la même chose que toi pour 500 balles». Et on s'est pris ce truc-là et on a eu une petite période difficile avec ce truc-là où on s'est dit: «Putain, c'est chaud ce qui est en train de nous arriver, comment on va s'en sortir?» Sauf que la vérité, c'est qu'on en est revenu. On en est revenu parce que le petit neveu qui fait le truc pour 500 balles, il a aucune compétence en audiovisuel, il a aucune compréhension de ce qu'on fait, il a aucune sensibilité de ce qu'on met dans les films, de ce qu'on cherche à faire et donc du coup, bah, il c'est normal, hein, bah, il était nul et comme il était nul, bah, le travail qu'il faisait, ça convenait jamais. Et donc du coup, hop, revirement de situation, ils sont revenus vers nous à nos tarifs et on a passé ce cap-là. Et je pense moi qu'il est possible que ce qui arrive en train d'arriver en ce moment, ça fasse la même chose. Parce que je donne l'exemple à des gens qui sont toujours en train de faire, des vidéos en IA et tout ça, elles sont pitoyables. Elles sont graphiquement attrayantes, graphiquement, ouais, c'est pas mal, mais ce qu'il y a sous la surface est pitoyable parce que c'est fait par des gens qui ne savent pas faire un film, qui ne savent pas raconter une histoire et qui, en plus de ça, par-dessus le truc, ont rien à raconter. Donc ça n'est pas intéressant et comme ça n'est pas intéressant, je ne vois pas à quoi ça va servir. Je pense qu'un des rares domaines où ça peut avoir un vrai impact, c'est en pub, parce qu'en pub, c'est plus court, c'est plus machin et ça peut faire la blague, parce qu'on est surtout là pour montrer un produit. Mais pour tout le reste, c'est un peu compliqué. La génération d'images en IA, moi je vois ça un peu comme une caméra. C'est une caméra, ça crée des images, comme une caméra crée des images. Et pour moi, quelqu'un qui sait rien faire de ses 10 doigts, on peut lui filer la plus grosse caméra de la terre, hein. Le truc qui vaut 200 000 balles, 300 000 balles, on lui donne, il va pas être capable de faire un film pour autant. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Donc soit, les gens se mettent à apprendre ce qu'il y a à apprendre avant d'utiliser ces outils-là et du coup, ils en font quelque chose, soit à mon avis, c'est beaucoup de bruit pour rien. Mais d'un autre côté, moi, à titre personnel, parce qu'il y a on n'est pas tous d'accord là-dessus, hein, mais moi je suis pas du tout réfractaire à la technologie en fait. Ce qui fait que du coup, ces outils-là, bah, moi je teste des choses et tout ça et petit à petit, je vais incorporer des choses dans ma façon de travailler parce que ça me dérange pas. De la même façon que dès qu'il y a eu les LLM, j'en ai profité pour, fluidifier ma façon d'écrire, je me sers des choses. Mais je m'attends pas à ce que le LLM, il écrive à ma place. Parce que même s'il était capable de le faire, bah, moi ça m'intéresserait pas. Je prends du plaisir en fait à ce que l'histoire soit moi qui la raconte. Donc il faut que ce soit moi qui la raconte. Mais si un jour ça écrit super bien, puis que les gens ils appuient sur un bouton, ça écrit des trucs, qui vous sera intéressé par un truc qui a été écrit par quelque chose qui a pas vécu? Je sais pas. Voilà, ça c'est mon avis. Donc moi je vais garder ce côté un peu artisan, mélangeant avec la technologie et tout ça, puis on verra ce qui restera à la fin, si on passe l'orage ou pas. Mais après moi je suis dans une facilité, hein, j'ai moins d'enjeux, ma carrière elle est déjà faite, voilà, j'ai pas ce côté à me demander: «Tiens, est-ce que, si je commence à me mettre dans l'audiovisuel maintenant, j'ai envie de dire à l'ancienne, donc en montant, en faisant les trucs et tout, est-ce que je me mets pas dans une voie de garage?» Moi, je pense que non. Je pense que parce que déjà, il faut pas s'enfermer dedans. Faut pas fermer la porte aux nouvelles technologies, mais il faut toujours se rappeler que c'est comme un stylo. Tu vois, tu prends un stylo, c'est pas parce que tu as un beau stylo que tu sais écrire un roman, en fait. Et donc là, ils arrivent avec un beau stylo, mais ils savent pas écrire, donc voilà. Donc il faut apprendre le français, il faut apprendre la langue, il faut apprendre les figures de style, faut apprendre tout ce qui fait le fond et puis après le stylo avec lequel tu écriras ton truc, on s'en fiche, au final. C'est pas très grave. Donc voilà. Hem, mais après donc tu me disais, est-ce que ça va, à l'échelle de la télé, parce que du coup j'ai divagué, mais à l'échelle de la télé, j'en sais rien. Parce que la télé, ils ont plein de problèmes, hein. La télé, leur problème, c'est que ils ont toujours pas réussi à digérer, l'arrivée des réseaux. Alors est-ce qu'ils vont digérer l'arrivée de l'IA? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. On verra, mais moi, j'ai un côté où je m'en fiche. Je travaille pour la télé parce que c'est là qu'on me demande le plus et c'est là où il y a du documentaire et tout. Si, on change de truc et qu'après le documentaire, faut aller le faire ailleurs ou que machin, si ça change, moi ça me dérange pas que mon métier il évolue, hein. Moi j'évoluerai avec. Ludoc fait ça. Qu'est-ce qu'il fait Ludoc? Du coup, je sais pas de quoi on parle. Moi, c'est un jeu de frustration pour les spectateurs. Quand Ludoc fait des vidéos comme ça avec des à suivre, ah oui, on parlait du truc à suivre. Ouais, mais voilà, mais Ludoc, il est suffisamment gros pour le faire et d'ailleurs, malgré ça, à son échelle, ça se voit. La 1re vidéo, elle marche super bien, celle d'après un peu moins et celle d'après encore un peu moins.
Donc il faut quand même se rendre compte de ça. C'est pas un truc où ça a eu un impact, je pense qu'il aurait été mieux de faire tout en un seul film. Parce que si toute l'histoire, il l'avait raconté dans le premier film, il a fait je sais pas combien de millions, quoi. Voilà. Ta 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 ta, pour le storytelling, c'est obligé qu'il y ait une fin de fou comme si un chat a travaillé pour tuer son chat car le chat a assassiné le chat. Là, c'est barré, Thomas. Alors, pour le storytelling, c'est obligé qu'il y ait une fin de fou, comme si dans l'histoire du chat, le pote l'aurait trahi pour tuer son chat, car le chat a assassiné le chien du pote du pote. Fais-la cette vidéo, éclate-toi. C'est quoi ton documentaire préféré? Euh, c'est dans quel sens la question? C'est dans le sens le documentaire que j'ai préféré faire? Parce que si c'est le documentaire que j'ai préféré faire, j'en ai deux, et je trancherai pas entre les deux. J'ai The Game, qui est un film sur l'argent du hip-hop et qui parle beaucoup d'ailleurs du YouTube Game, que j'ai fait il y a plus d'une dizaine d'années. Le réalisateur, c'est Alex Jordanov. Et putain de film qui parle de hip-hop, qui parle de YouTube. Et comme Alex Jordanov, que vous connaissez peut-être pas, mais en fait c'est un journaliste, mais quand il était jeune, il a ouvert une boîte de nuit à Los Angeles, parce qu'il vivait à Los Angeles à l'époque. Et sa boîte de nuit, en fait, c'était un des deux lieux où a émergé le hip-hop et le gangsta rap et tout ça. Et en fait, c'est un mec qui est complètement impliqué dans l'histoire, la grande histoire du hip-hop. Et donc du coup, il est connu par tout le monde et tout, donc ça ouvrait des portes de fou. On avait des interviews, genre il passait 3 coups de fil, et puis le lendemain il partait à New York, il allait interviewer 50 Cent, et puis en passage, comme il était là, les gens apprenaient qu'il était là, donc ils organisaient un truc, et puis on lui remettait un prix. Enfin voilà, c'est un truc improbable, et donc j'ai vécu une histoire improbable avec ce montage, parce que j'ai passé 6 mois en salle de montage avec ce personnage, parce que c'est un personnage, et il me racontait des histoires de fous sans arrêt. Il me racontait des trucs, en fait il était coloc avec Ice-T, et il me disait ouais un jour Ice-T m'a appelé, moi j'étais en train de zoner dans LA, comme il dit, ouais j'étais dans LA, et il est en train de zoner, puis Ice-T l'appelle, et il lui fait ouais faut que tu viennes me chercher à tel endroit, à l'angle de telle rue, donc je prends ma bagnole et je vais les chercher, il monte dans la bagnole, et puis tout à coup je me rends compte qu'en fait il y a les flics qui arrivent et tout, parce que ces abrutis ils venaient de braquer une bijouterie et tout, et fini en prison. Et tous les jours, il me racontait des histoires aussi what the fuck que ça. Donc j'ai vécu 6 mois de wow. Donc super montage, et puis pour faire un film en plus que j'ai très content de faire. Donc voilà, ça c'est un de mes documentaires préférés. Et le deuxième, c'est Au plus près des requins, parce que Au plus près des requins, c'est un documentaire animalier pour France 2 que j'ai fait, et moi j'ai toujours eu beaucoup d'affinité avec le documentaire animalier, et pour je ne sais quelle raison, j'ai jamais cherché à en faire, et ça m'est tombé dessus un peu par hasard là il y a 4 ans, et au moment où c'est arrivé, je fais putain, mais c'est vrai que j'ai toujours rêvé de faire du documentaire animalier. Et donc du coup j'ai plongé là-dedans, et il se trouve que il y avait deux réalisateurs, et un des réalisateurs faisait très mal son boulot. Et je l'ai un peu suppléé, et j'ai un peu pris sa place, et j'ai pris énormément de place dans ce film. En fait, je me le suis accaparé, parce que c'est très important pour moi que ce premier film animalier, ce soit une réussite. Et on m'a laissé de la place au fur et à mesure, et j'ai fini par en devenir co-auteur. Et ça restera toute ma vie, quoi. Je cherche pas forcément à faire que des documentaires animaliers ou que des trucs. Si on m'en propose un et que le sujet me plaît, et si c'est animalier, souvent le sujet va me plaire, bah je le ferai avec plaisir, mais je cours pas après. Et donc du coup, j'ai ce côté un peu du documentaire, là, de la pépite un peu unique qui change de ce que je fais d'habitude. Alors que si je faisais du documentaire tout le temps, peut-être qu'à un moment je serais un peu blasé. Donc voilà, c'est mes deux documentaires préférés. Et après, si c'est des documentaires que moi j'ai pas fait, c'est difficile parce que j'ai rematé tellement de trucs que ça chamboule. Mais je dirais peut-être Bitcoin Big Bang, qui est un film pareil, qui a une dizaine d'années, qui a été fait par Vincent Gonon et Xavier Sayanoff, qui sont deux réalisateurs à qui j'ai travaillé il y a pas longtemps. Et je les ai rencontrés quand ils faisaient ce film-là, et qui est un film qui explique l'histoire de Mt. Gox, qui est une des premières grosses boîtes d'exchange, de crypto-monnaies et tout ça, qui a été montée par un Français au Japon, et qui a fini avec une histoire où il s'est retrouvé en prison parce qu'il y a 800 millions de dollars qui ont disparu, et passionnant, et puis qui était barré avec des petits moments où ça se barrait en manga, avec un présentateur avec un accent british qui déboulait et qui racontait une partie de l'histoire, un truc très patchwork.
et que j'ai trouvé vraiment très bien fait. Et ce film, si ça vous intéresse, ces documentaires, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a posté sur YouTube et vous pouvez le trouver. Ça s'appelle Bitcoin Big Bang. Et vous pouvez le trouver sur YouTube, je pense. Et il y a ma voix dedans, si vous me trouvez, parce que j'ai réussi à me glisser pour essayer de participer à ce projet qui avait l'air tellement bien. Mais c'est pas moi qui l'ai monté. Euh, Comment se différencier des autres dans le storytelling si on a tous les mêmes techniques? Bah parce qu'une technique, c'est juste une technique. Comment se différencier? Une technique, c'est juste une technique. Je veux dire, on a, c'est comme si tu me demandais comment se différencier des autres en montage alors qu'on a tous le même logiciel. On s'en fiche. C'est comment tu l'utilises, comment tu détournes les techniques. Tu vois? Qu'est-ce que je peux te donner comme exemple comme ça? Tu sais, il y a des règles, il y a des règles d'écriture et qui étaient surtout valables à une certaine période, parce que maintenant ça a un peu changé, mais qui étaient que, tu vois, par exemple, quand tu écris un film, tout ce que tu écris dans le film doit servir. Il ne doit y rien avoir de gratuit. Et donc du coup, bah, tout le monde fait ça, hein. Tout le monde fait voilà, chaque fois que je mets un truc dans mon histoire, c'est parce que, ça va servir à un moment et ça va si je mets une ligne de dialogue, elle a un intérêt, elle sert à quelque chose, c'est pas parler pour parler. Tout le monde fait ça sauf Tarantino. Tarantino, il arrive, il fait: «Ah non, mais je vais faire une séquence, d'ouverture où les mecs, ils vont parler pendant 25 minutes et ils vont parler de tout et n'importe quoi, que de trucs qui ne sont pas reliés à l'histoire principale parce que, je m'en fiche et puis que c'est une façon comme une autre, que dans la durée, on finisse par comprendre quel genre de personnage ils sont». Et donc du coup, bah, il s'est différencié énormément alors qu'il avait exactement, les mêmes règles et tout ça. Les règles qu'on a, en audiovisuel, à part en télé parce qu'eux, ils ont leur truc avec leurs cases et tout, mais les règles en audiovisuel, elles, pour moi, elles ne sont là que pour être détournées. C'est-à-dire qu'il tu peux pas détourner une règle si tu la connais pas. Tu peux pas t'amuser à réinventer la poudre. Il faut les connaître, il faut les maîtriser. Mais une fois que tu les connais, que tu les maîtrises, bah, tu as le droit de les parce que tu fais exprès et que tu cherches à provoquer un truc avec et que tu sais pourquoi tu le fais. Du moment que tu sais pourquoi tu le fais, les règles, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le ressenti derrière. Ce qui compte, c'est le spectateur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu rentres en communication avec le spectateur. Tu sais que le spectateur, il connaît certaines règles. Il s'attend à ce que tu fasses d'une certaine façon. Donc, si tu as envie de le retourner comme une crêpe, tu respectes pas la règle, mais tu le fais exprès, tu joues avec lui. Tu lui fais croire. C'est comme par exemple, si vous avez déjà entendu ces notions-là, le foreshadowing. Ou non, d'ailleurs, je vais même pas partir sur le foreshadowing, je vais plutôt partir sur le fusil de Tchekhov. Fusil de Tchekhov, c'est de dire si, par exemple, j'ai un mec avec un fusil au début et puis qu'on fait bien un focus sur le fusil, c'est qu'à un moment, le mec, il va tirer, sur quelqu'un avec le fusil ou que le fusil va servir à tuer quelqu'un. On le sait. Mais tu le sais dès le début du film, ça. Tu vois, il y a trop de trucs avec le fusil, il se passe un truc avec le fusil. Et le spectateur, il le sait aussi, ça. Et donc, du coup, eh ben, on a un truc qui est un peu le contre-Kems. Tu vois. Ça s'appelle le hareng rouge. Et le hareng rouge, c'est faire croire que c'est un fusil de Tchekhov jusqu'au moment où tu te rends compte que c'était une feinte. Tu joues avec le spectateur. Tu fais des feintes comme ça. Tu lui fais croire qu'il a bien compris tout ce qui se passait, mais en fait, non, il n'a rien compris. Et tu le retournes comme une crêpe. L'intérêt, c'est de jouer avec ces codes, c'est de les connaître, de les maîtriser. Puis ensuite, tu joues avec. Et pour pouvoir jouer avec, bah, ça demande quand même. C'est difficile de jouer avec les codes comme ça d'entrée. Au début, on copie des trucs qu'on a déjà vus. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Du coup, une miniature, c'est aussi le hook. Après, ce qui est trop fort comme ego, c'est que le vieux joueur s'attend à une fin et bam, c'est à côté de la plaque. Bah voilà. Tu vois, au final, là, ce que tu viens de dire sur Ego, ça ressemble un petit peu au hareng rouge. Il t'entraîne dans un truc, il te fait croire que ça va dans une direction, et toi, tu crois que. Et puis en fait, non. On joue avec les codes. Casser les codes, casser les codes. Casser les codes. Alors, il y a quelqu'un qui a mis le lien vers Frisper dans le chat. Profitez-en, hein, le gars, c'est gratuit, il a fait ça sur son temps libre et tout. Puis il est sympa, en plus, moi je lui ai envoyé des remarques sur Twitter et tout, il répond. Petit outil sympa. Euh, la miniature, c'est plutôt marketing de ta vidéo, je pense. Oui, c'est vrai, la miniature, c'est le marketing de la vidéo, mais en même temps, ça peut faire partie du début de ta narration. Faut penser en dehors de la boîte. Euh, Ce que je sais, c'est que je ne sais rien, Platon. Bah oui, on va faire de la philo. Comment faire un montage de qualité sur téléphone? J'en ai pas la moindre idée. J'ai jamais monté sur téléphone, j'ai aucun logiciel de montage sur mon téléphone. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que le montage, la qualité de ton montage,
elle est pas dans le logiciel. C'est dans ce que tu en fais et c'est une raison pour lesquelles moi je monte sur DaVinci et sur Premiere. Quand on me dit: «Ouais, tu préfères lequel?» je m'en fiche complètement. Chaque logiciel, il a ses plus, ses moins et tout ça. Ce qui compte, c'est ce que moi j'essaye de faire. Si j'arrive à faire ce que j'essaye de faire avec, bah, c'est que voilà, ça me va, ça me suffit. Je pourrais monter avec n'importe quoi d'autre. J'ai pas d'attachement à ça et donc j'ai la sensation que sur téléphone, c'est la même chose. Du moment que tu arrives à faire ce que tu veux faire. Mais ça veut dire que tu as une idée de ce que tu veux faire. C'est plus ça. Si ton logiciel, en fait, te permet d'arriver à faire ce que tu veux faire, bah, c'est le bon logiciel. Donc je pense qu'il y a moyen de faire des trucs très, très bien avec un téléphone, ouais. Heu, alors j'avance, j'avance, j'avance. Je suis désolé s'il y a des questions que j'ai passées parce que mon truc s'est chamboulé tout à l'heure, il a remonté là et je savais plus du tout où j'étais. Heu, donc là, ça parle du logiciel DaVinci Resolve, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Je vais pas rentrer dans vos discussions, de pour ou contre, hein. Heu, alors ce que j'ai retenu, c'est qu'un bon montage n'est rien sans un bon storytelling, mais il peut le renforcer. Ouais, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça, tout à fait. Ba 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 ba. Alors, hem, alors là, il y a une question là, Evanox, je sais pas si ça m'était adressé. Dans ce cas-là, comment respecter son organisation de vidéo YouTube si quand on rentre de cours, on est épuisé? Bah, faut monter les week-ends, faut se reposer un petit peu, hein. Ah, il y a quelqu'un qui a trouvé Bitcoin Big Bang. Ah, ah, je savais qu'il était sur YouTube, hein, je l'ai vu, il me semble l'avoir aperçu une fois. Très, 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 très bon documentaire, très intéressant. Un bon monteur ou artiste sera bon, peu importe le logiciel. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. En fait, ce que j'aime bien, moi, c'est l'analogie des ciseaux. Après le chat, les ciseaux. Le Puis en plus, le ciseau, c'est bien, c'est adéquat. Avant les gens comme moi, il y avait des gens qui montaient avec une paire de ciseaux et des lames de rasoir. Le montage, c'est comme un coiffeur avec sa paire de ciseaux. Le mec, c'est pas un bon coiffeur parce qu'il a les bons ciseaux, c'est un bon coiffeur parce que c'est un bon coiffeur. Et même sans les bons ciseaux, il fera mieux qu'un mec qui sait pas coiffer. La même chose. Donc le logiciel, OSEF le logiciel. Heu, comment rendre une vidéo le plus lisible possible? On comprend tout sans avoir besoin de réfléchir. C'est une question facile et en même temps difficile parce qu'on veut dire comment la rendre la plus lisible possible? La grammaire cinématographique, c'est à ça que ça sert. Mais en même temps, on a le langage, on a aussi juste le parler. Si c'est bien écrit, dans un niveau de langue correct avec le truc, ben, ça sera extrêmement lisible. Après, est-ce que ça sera attrayant? C'est 2 choses qui vont pas forcément ensemble, mais qui peuvent aller ensemble aussi, hein. Heu, heu, parce que je vois un peu le sens de la question, hein, mais, c'est difficile de répondre parce qu'il y a quand même des choses où tu verras que tu peux pas, quoi que tu fasses, tomber dans un truc qui va satisfaire tout le monde et être compréhensible de tout le monde, ou sinon tu vas devoir te couper de certaines choses. Par exemple, si tu veux parler, on va parler de montage, hein, le truc que je connais. Je veux parler de montage, forcément, je vais devoir rentrer dans un certain jargon, une certaine technicité et ce truc-là, ça va fermer la porte aux gens qui s'y connaissent pas du tout, naturellement. Et donc du coup, bah, faut l'accepter ou alors sinon je vais faire l'inverse, je vais trop vulgariser et je vais tomber sur un truc qui va intéresser les gens qui s'y connaissent pas, mais les gens qui s'y connaissent vont dire: «Ah mais ça on le sait déjà, on s'en fout en fait». Donc tu vas toujours t'ouvrir ou te fermer une porte ou machin et donc du coup, dans cette histoire de lisibilité, il y a ça, il y a le c'est très important de savoir pertinemment à qui tu veux t'adresser pour bien emprunter le bon niveau de langue et donc bien t'adapter. Si tu as bien adapté le truc, ça sera lisible pour, une certaine audience. Ça sera vraiment très compréhensible et très clair pour une certaine audience et peut-être moins pour une autre. Donc c'est des choix aussi. Après, j'ai déjà vu, hein, il y a des trucs où tu fais: «Non, là, c'est vraiment, écrit n'importe comment, c'est chiant pour tout le monde, ça arrive. Il faut faire mieux». Mais voilà, c'est ce que je peux t'en dire. Hem Tu as un petit youtubeur docu, storytelling, pépite à recommander? Ah bah ouais, mais il y a ce gars-là, comment il s'appelle? Est-ce que j'ai ça quelque part?
J'ai pas son nom. Il vient de sortir une vidéo où il explique qu'il a fait un burn-out, il a arrêté le montage et tout ça. Et on me l'a recommandé, je l'ai pas vu encore en entier, mais on m'en a parlé un petit peu. Et j'ai regardé le début. C'est super bien monté, c'est super bien écrit, c'est bien filmé, il y a des bonnes idées dedans. Et je pense que je vais le roaster dans pas longtemps et que c'est bonne petite pépite, mais je sais plus comment il s'appelle. Est-ce que j'ai moyen de le retrouver rapidement là? Attends, je vais m'ouvrir un navigateur. Je vais pas vous laisser comme ça. Alors, pam, 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 pam. Donc on va regarder là-dedans. Est-ce que je m'étais noté ça? J'ai dû me noter ça quelque part. Je vous demande 3 petites secondes. On va le faire. Je vais vous le donner. Parce que j'aime pas ne pas me rappeler des choses là. Mais c'est vrai que j'ai vu son nom passer un peu vite. La vidéo, elle s'appelle J'ai tenté de vivre de ma passion pendant 365 jours et j'ai tout arrêté. Très bonne vidéo. Et donc le gars qui a fait ça, il s'appelle comment, Pépère? Je sais pas le titre. Bah alors, alors. Guillaume le Renard. Voilà. Je vous recommande ça parce que ça a l'air très très bien. J'en ai regardé un petit bout, je l'ai pas regardé encore en entier, mais le Renard. Ah bah tiens, ouais, on me le disait. Ça a l'air très très bien. Vraiment, ça a l'air très très bien et je pense ne pas me tromper parce que vu la façon dont ça démarre et tout, j'ai vu beaucoup beaucoup de très très bonnes choses dedans. Euh, Ouais, le renard. Ta 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 ta. Donc ouais, donc oui, il y en a certains d'entre vous qui l'ont vu, donc voilà. Ne spoilez pas la fin, j'ai pas regardé encore. Euh, Tu as un serveur Discord, c'est pour moi? Oui, j'ai un serveur Discord qui s'appelle Secret de Monteur Pro. Après, j'en ai un deuxième, mais qui est attaché à ma formation, donc vous pouvez pas y accéder, il est secret, il est caché. Mais ouais, il y a Secret de Monteur Pro. Normalement, vous cherchez, de toute façon, si vous êtes sur Discord, vous faites avec l'outil de recherche, là, vous tapez montage vidéo, et vous allez me trouver facilement. Ta 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 ta. Gox, oui, Gox. J'adore Gox. Et je le déteste. Il m'énerve. Parce que, en fait, Gox, il a ce truc, en fait, où il est tellement talentueux, il a tellement un machin, que tu te sens. Moi, c'est le genre de gars, je me dis, parce que pour moi, c'est un petit jeune, Gox, tu vois. Et je le regarde comme ça, je fais, putain, c'est un petit jeune et tout, mais il a trop de talent. Putain, mais merde, j'ai l'air nul à côté de ce mec. Ça m'énerve. J'ai 25 ans d'expérience quand même. Je vais pas me laisser faire. Donc, j'adore ce qu'il fait, et en même temps, il m'énerve. Mais c'est bien, ça fait du bien. C'est du bon énervement, ça. C'est l'humilité, ça s'appelle. Tu penses quoi du montage des youtubeurs comme Squidoo? Squidoo, c'est mon poteau. Squidoo, c'est intense son montage. C'est intense. Squidoo, je l'ai déjà roasté. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai sympathisé avec lui. J'ai déjà roasté. C'est super bien parce que c'est vachement maîtrisé. Il y a un vrai truc, il y a un ton et tout ça. Mais c'est intense. Pour quelqu'un comme moi, parce que en plus, de toute façon, ça s'adresse à un public plus jeune, mais pour quelqu'un comme moi, c'est intense. T'es là, tu fais putain, tu nous laisses jamais respirer. Alors on est là, fou, voilà. Et moi, à terme, je sais que ce genre de montage, ça me fatigue. Pour autant, c'est plein de qualités, vraiment plein de qualités. Puis Squidou, il va faire comme tout le monde, hein, il va faire comme moi, hein. À un moment, il va vieillir, il va se calmer. Voilà. Et je pense que ça va être très, 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 très bon ce qu'il fait. Parce que c'est déjà vraiment bien. Parce que même si j'avais trouvé ça trop intense, je trouvais ça très, très bien ce qu'il faisait. Et je lui avais dit. Et j'ai envie de dire, quand Squidou il aura mon âge, ça va être une masterclass sur masterclass. Mais il va faire des masterclass bien avant ça, hein, évidemment. Ta, 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 ta. Est-ce qu'on peut voir le roast de Squidoo, s'il te plaît? Le roast de Squidoo, je ne sais plus où il est parce que il est peut-être sur. Parce que je ne l'ai pas isolé en fait. C'est un truc que j'avais fait en live sur Twitch. Et là en ce moment, j'en fais plus des lives sur Twitch. Donc il est plus sur Twitch. Mais je crois que je l'avais mis sur Roasting Sauvage. Donc peut-être si vous remontez dans les vieilles vidéos. Mais je suis pas certain d'avoir fait vraiment Squidoo. Voilà. Donc, mais si je l'ai posté quelque part, c'est sur Roasting Sauvage. C'est possible de faire du storytelling sur une histoire qui n'a aucune structure, comme Tom et Jerry, mais en abusant les trucs? Bah, mais moi, en fait, ce genre de questions, je vais toujours te dire, bah oui, en fait, oui, oui. C'est juste que ça demande de la maîtrise, en fait. Plus tu veux te barrer dans un truc barré, plus ça va demander de la maîtrise parce que il faudra que tu trouves des choses qui vont remplacer toutes les choses, on va dire, institutionnelles du storytelling. Parce que tu sais qu'il te faut une intro.
Tu sais que ton intro, elle doit poser les bases de ce qui va venir derrière pour donner envie. Tu sais qu'il y a tout ce truc-là. Et donc, du coup, si tu veux sortir de ce cadre-là, eh ben, il faut trouver une façon de le remplacer par quelque chose qui aura le même effet. Et donc, ça demande beaucoup de maîtrise. Donc, plus tu veux te barrer dans des formes barges, plus il faut maîtriser son truc, mais tout se fait. C'est de toute façon, sur YouTube, on essaye de nous forcer à rentrer dans un truc, dans un moule et tout ça et machin, mais ça reste de la création artistique, en fait, donc il y a pas de barrière. C'est juste qu'on sait qu'il y a certaines façons de faire qui marchent mieux que d'autres et on l'a vérifié de façon statistique et donc du coup, comme c'est statistiquement vrai, et ben, les gens se mettent à le faire de plus en plus, à suivre le truc parce que, bah, tu auras plus souvent raison de suivre les statistiques. Mais ça veut pas dire qu'il y a que ça qui marche. C'est ça que ça veut je vois le truc, par exemple, quand on te dit, je prends sur un exemple précis, hein, il faut que ton intro, elle soit pliée en moins de 30 secondes. OK, statistiquement, OK. Mais moi, je te montre boîte mille contre-exemples où les mecs, ils font des intros de 3 minutes, de 5 minutes et la vidéo, elle fait 10 millions de vues. Donc, c'est pas parce que ça marche qu'il y a que ça qui marche. Pour moi, c'est toujours la même chose. Si c'est bien fait, ça va marcher, mais il faut que ce soit bien fait et c'est difficile quand on est en train de faire son truc tout dans son coin, de savoir si on l'a bien fait. Faut d'abord s'autoriser à le poster et à se rendre compte que non, en fait, et à se planter et apprendre de ça pour faire mieux la fois d'après. Ça se fait en tâtonnant. Mais au début, quand tu fais des trucs un peu ouf et tout ça, au début ça floppe, hein, et c'est le jeu, c'est normal. Tu trouves où tes musiques SFX? Hem, c'est à moi la question? Parce que moi, mes musiques SFX, mes musiques, je me fais pas trop chier sur YouTube, j'ai le catalogue Envato. C'est pas extraordinaire, mais j'arrive toujours à trouver des petites pépites dedans et pour les SFX, en fait, j'ai des packs de sound design que je traîne avec moi depuis de nombreuses années et j'utilise quasiment que ça. J'ai arrêté d'en avoir trop. En fait, j'ai cantonné le truc à des petites, quantités parce que ça me permet de connaître mes packs un peu par cœur et d'aller plus vite à trouver le bon son qui me plaît bien pour tel truc. Voilà. Ça me fait gagner, du temps de cerveau disponible, j'ai envie de dire. Alors là, il y a une question, Lucas VR. Comment tu structures une analyse autour d'un perso de film, manga, et cetera? Ah bah, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout parce que, alors il y a un truc là-dedans. Moi, je fais partie des gens qui sont, des fabricants. Donc je peux avoir, un niveau d'analyse sur des choses et tout ça, c'est ce que je fais un petit peu de temps en temps. Mais je suis pas un analyste, je veux dire, j'ai par exemple, avec moi là dans ma formation, j'ai un des profs là, il s'appelle Valérian. Valérian, lui, il a une sorte de science du cinéma. C'est un gros cerveau bien rempli avec plein de connaissances dedans et tout. Et lui, il a une façon d'analyser les trucs. À chaque fois que je l'entends parler, je fais: «C'est incroyable, tout ce qu'il est capable de raconter sur le truc que moi j'ai fabriqué et que moi je voyais pas quand je le fabriquais». Je pense que c'est une autre compétence, en fait. Les gens qui sont capables de décortiquer le truc, c'est une compétence en plus. Parce que je dis c'est une autre compétence, Valérian, il est monteur aussi, hein. Donc c'est quand même un monteur, mais il a cette compétence que moi j'ai pas, en fait du coup, j'ai beaucoup de mal à répondre à ça, parce que je pense que si j'ai pas cette compétence, c'est parce que justement, comme j'ai pas fait d'études, il me manque des concepts. Lui, il a fait des études, il a tout le côté universitaire, il a des tas de concepts qu'il connaît et qu'il maîtrise mieux que moi. Et donc, il a un moment, et je pense qu'il est toujours un peu dans ce moment-là, hein, au final, où il regarde énormément de films et il les décortique et tout. Il a une connaissance des choses qui est incroyable. Et moi, structurer une analyse autour d'un perso, bah là, quand tu me le dis comme ça, bah, je suis un peu, bah, je sais pas. Je sais pas. Voilà, je peux pas répondre plus profondément que ça à cette question. Comment tu trouves des footages vidéo pour une histoire? Est-ce que c'est juste sur YouTube? Parce que j'ai du mal sur les sujets pas trop connus. Hem, Bah, c'est difficile de répondre à cette question-là parce que moi, pour l'instant, 99 du temps, je tourne mes images moi-même et quand je prends des trucs, c'est parce que je parle d'un truc précis qui est sur YouTube, c'est parce que je parle de YouTube, donc je prends sur YouTube. Quand j'ai des trucs en dehors, je ne sais pas. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que, au boulot, là, en documentaire, on le fait ça. On va chercher des archives et tout ça.
Donc mais par contre on les paye, c'est aussi ça la question, c'est est-ce que tu as de l'argent pour payer les archives que tu cherches? Nous on a l'INA et donc du coup en plus on a toujours, un documentaliste ou une documentaliste sur un film documentaire. Donc on a quelqu'un qui s'y connaît et qui sait où trouver toutes les archives dont on a besoin et qui va toujours trouver les éléments. Donc c'est pas nous qui le faisons. Nous, on nous les donne et on nous dit, «Voilà, vous avez le droit d'utiliser ça, ça respecte le budget alloué pour les trucs et puis voilà, vous montez avec ça». Mais c'est vrai que si tu as des sujets un peu de niche qui demandent des choses qui sont pas trouvables forcément sur YouTube et tout ça, bah, j'en sais rien. Du coup, j'ai envie de te dire, là, c'est un travail de documentaliste, pas ma spécialité. Comment aujourd'hui on peut commencer à toucher à la télé, du documentaire, de la pub et tout en tant que freelance? Hem, bonne question, bonne question, bonne question. Moi, je sais comment j'ai fait. Donc je sais quels conseils je donne aux gens quand ils doivent le faire. Après, est-ce que, parce que le monde il change, il évolue. Moi j'ai percé dans ce milieu il y a plus de 20 ans quoi, 25 ans. Donc peut-être que ce que j'ai fait est moins valable maintenant. Mais ça reste un petit milieu, ça reste des petits milieux parce que je dis un, c'est des petits milieux. La pub, c'est pas la télé, c'est pas le documentaire, c'est des milieux séparés, même si à la fin, on va diffuser sur une télévision s'il faut. Mais c'est des petits milieux et ces petits milieux, ils vivent à travers le réseautage. Ça veut dire que tu ne trouveras pas d'annonce, de «On recherche un monteur de documentaire», heu j'allais dire au Pôle emploi, France Travail. Tu en trouveras pas, ça n'existe pas ou alors, méfie-toi, c'est louche. Parce que ça passe pas par ces créneaux-là, parce que ça passe par, quelqu'un qui est là, qui écrit son truc, qui va avoir une boîte de prod et la boîte de prod, ils vont faire: «Ah OK, donc il va falloir qu'on te mette un monteur». On va appeler un de nos monteurs habituels ou alors ils vont demander à quelqu'un qu'ils connaissent: «Est-ce que tu aurais un monteur pour ce genre de truc?» et tout et ça se passe comme ça, en fait. C'est vraiment un milieu de réseau et donc du coup, bah, si tu veux rentrer dans ces secteurs-là, il faut réussir à intégrer ce réseau et moi, pour réussir à intégrer ce réseau, bah, moi, j'ai pas de piston, j'ai pas de truc, hein, donc il a fallu que j'y aille à la mano, donc j'ai appelé des gens, j'ai appelé et j'ai essayé de choper des rendez-vous et je l'ai fait au forceps et quand j'ai eu mon premier rendez-vous, ça a lancé ma carrière, on va dire et donc je pense qu'il faut faire ça. Il faut pas hésiter à les bousculer, à aller les voir, il va rien se passer de mal, en fait. Ils vont pas mal le prendre, qu'on vienne les voir et qu'on cherche, mais il faut chercher à rentrer, il faut pousser la porte, quoi et je pense que pour la pub, ça doit être aussi un peu valable. Mais après moi, la pub, j'en ai plus fait depuis pas très longtemps aussi, puis j'ai jamais été complètement dans ce milieu-là, donc je les connais moins. Mais ça va toujours être un petit peu des faut rentrer dans le réseau, avant toute chose. Faut trouver une façon d'entrer dans le réseau et rentrer dans le réseau, ça veut dire choper un premier rendez-vous, choper un premier travail et au travers de ce truc-là, tu vas rencontrer, croiser les gens et petit à petit, par effet boule de neige, ton réseau, il va grossir et tu auras de plus en plus de travail. Mais ça, c'est la voie des gens comme moi, où tu as pas fait les études et tout ça. Si tu as fait les études, en général, on va te mettre des stages, où tu vas être en entreprise. Donc du coup, tu vas commencer à rentrer dans le réseau ou alors il y a l'alternance et en alternance, tu rentres dans le réseau. Donc du coup, après normalement, si tu fais bien le taf, bah, ça fait des petits. Mais moi, j'ai pas eu cette chance donc faut rentrer par la petite porte et faut l'ouvrir grand, quoi. Cyril, c'est quoi ton but pour les 5 prochaines années? J'en sais rien moi. J'en sais rien du tout, les 5 prochaines années, donc d'ici 2030, dans ces eaux-là. 2031, 2030. Je sais pas, continuer à faire ce que je fais en fait. Moi je me là moi je m'éclate en fait. Le J'ai pas envie d'arrêter la télé du tout. Tant qu'ils veulent bien de moi et qu'on me propose des films qui m'intéressent, j'ai envie de continuer à le faire. Ça me branche. J'ai J'adore, j'adore ce que je fais sur les réseaux là, avec les chaînes et tout ça et j'expérimente plein de trucs et je pense que je vais continuer à le faire parce que je m'éclate et que c'est cool. Je vais continuer à former des gens, je vais continuer à parler de montage à chaque fois qu'on me donnera l'occasion de le faire, parce que je kiffe en fait, voilà. Moi je trouve que c'est là au niveau en tout cas de tout ce qui est là autour de tout ce qui est professionnel, moi là je suis au top du game quoi, j'ai l'impression. Je je ne souhaite pas grand-chose de plus que juste ça continue. Parce que de toute façon, ça grossit un peu tout seul, hein, donc ça continue, c'est-à-dire que ça prend de l'ampleur, mais non, non, c'est très bien comme ça, hein, c'est cool, hein. Est-ce que tu fais de la presta? Non.
Non, je fais pas de prestat. Je suis contacté de temps en temps et tout, mais j'ai pas le temps en fait. J'ai suffisamment de boulot avec le documentaire et le reste du temps que j'ai, bah, je veux le consacrer à mes activités à moi, donc pas à bosser pour d'autres personnes, donc je ne prends pas de prestat du tout. Tu montes encore pour des chaînes de télé? Bah oui, 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 enfin là, tout de suite, non, parce que je viens de terminer, un contrat, mais oui, oui, non, non, je suis toujours dans le truc. Mais en fait, comment ça fonctionne, c'est que je bosse pas pour la chaîne de télé, hein, je bosse pour une boîte de prod et la boîte de prod, elle a vendu un film à une chaîne de télé. Donc en fonction de la boîte de prod, en fonction du projet, je peux bosser pour France 2, pour France 5, pour Arte, pour Canal, pour RMC, mais moins, parce que RMC en général je refuse, j'ai plus envie de faire ça, j'aime pas. Mais voilà, ça c'est comme ça vient, mais oui, je le fais encore. Là, tout de suite, j'ai décidé pendant quelques mois de pas le faire pour être moins éparpillé, me concentrer un peu sur mes autres activités. Puis ensuite, je vais me reprendre un film, chouette, à faire avec un réalisateur, posé, tout ça, au boulot, sortir un peu de chez moi. Voilà et avec grand plaisir et je pense que je vais continuer à faire ça tant que ça le fait, hein. Tu proposes une offre de roast? Genre on paye pour un call où tu reviews la vidéo? Bah, en fait, c'est pas spécialement une offre de roast, mais je fais des calls, ouais. Oui, oui, j'ai une offre de call, mais en général, je le mets pas trop en avant parce que, je suis pas très commercial moi, en fait, tout ça, donc je suis pas tout le temps en train de parler des trucs et tout ça, donc les gens le trouvent un peu des fois par hasard et j'ai des gens qui bookent, mais oui, ça peut se faire. C'est quoi la meilleure stratégie pour démarcher ses premières missions? Bah, ça dépend dans quel créneau tu parles. Si c'est pour, heu, des trucs sur les réseaux, je suis pas forcément la personne la mieux placée parce que c'est pas ce que je fais. Si c'est pour les boîtes de prod, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Moi, pour les réseaux, le seul truc que je peux vous dire, c'est que là, tout de suite, là, depuis 3 ans, si j'avais voulu me lancer en tant que, monteur, pour les réseaux, travailler pour des chaînes YouTube, autres que la mienne et être payé pour ça, j'aurais pu le faire assez facilement, simplement parce qu'à partir du moment où ma chaîne, elle a explosé, j'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir et j'ai eu des offres dans ma boîte mail, même de trucs assez costauds, hein, de grosses chaînes et donc du coup, le seul conseil que je dirais, c'est, bah, essaye d'avoir une vraie présence sur les réseaux. Pas une présence qui consiste juste à être du démarchage, en fait, ce que font beaucoup de gens. Non, non, une vraie présence, un truc où tu as quelque chose à proposer. Tu arrives avec ton propre propos, avec ton propre truc et puis t'en fais une chaîne, t'en fais, ce que tu veux et des gens vont s'accrocher à ça et donc du coup, ça va faire un petit peu de bruit et il y a des gens qui vont te voir et il y a des gens à un moment qui vont dire: «Ah mais lui, c'est bien ce qu'il fait et tout, et je vais lui demander s'il veut bien bosser pour moi». En gros, moi, ce truc-là, c'est ce que j'appelle aller à la pêche plutôt qu'à la chasse. Alors que quand tu cherches des clients, tu es à la chasse pour moi. Tu es là, ouais, tu cherches des plans et tout ça, tu chasses. Mais quand tu pêches, ça veut dire que tu appâtes les gens et c'est eux qui viennent et moi, j'ai un peu plus ce mood-là. Donc je te conseillerais peut-être d'essayer ça, mais c'est un truc qui se fait dans le long terme. C'est pas, tu commences à le faire et ça les fruits, ils portent tout de suite. Ça peut mettre du temps. Moi, ça a été peut-être un peu plus facile parce que, je suis déjà monteur depuis très longtemps et puis j'ai des facilités. Donc du coup, c'est pas tout à fait le même game que quelqu'un qui commence et qui débute forcément et donc moi, dès qu'on m'a vu popper, que j'ai eu un tout petit peu de trucs, les mecs ont vu: «Putain, le mec est super expérimenté», forcément ça attire plus rapidement. Donc voilà, mais en tout cas, moi, je ne prendrai pas ces boulots-là, j'ai pas envie. Alors, on repose une, énième fois la question: «Est-ce qu'il y aura une rediff?» Oui, il y aura une rediff, sur YouTube et d'ailleurs, voilà, Lucas a répondu par écrit. Heu, Pourquoi tu as lancé Secret de Monteur Pro? Bah, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, j'ai lancé Secret de Monteur Pro parce que, je pense que j'ai toujours voulu faire ça depuis très longtemps et j'ai juste pas fait parce que, comme d'hab, tu es dans ta vie, tu bosses et machin: «Ah, j'ai pas le temps, enfin YouTube et tout, j'ai pas le temps». Mais je pense que c'est un acte manqué, c'est un truc qui était là depuis longtemps et que j'ai toujours voulu faire et j'ai juste pas trouvé, le la motivation de me lancer pour de vrai, de le faire et puis en plus de ça, il y a ce côté quand tu es monteur comme ça, que tu bosses pour la télé et que machin, tu fais partie du milieu des pros et YouTube, c'est là dans mon milieu, c'est vu comme le milieu des amateurs et si tu vas dans le milieu des amateurs, bah, tu as cette peur de te déchirer, de te dire: «Bah, moi, si je commence à faire un truc et que ça marche pas, c'est la honte». Est-ce que tu as envie de te confronter à ça? Tu vois ce que je veux dire? Tu fais des films pour les plus grosses chaînes de télé et tout ça et machin et puis dans ton milieu, tu es bien vu, tu vois? Tu arrives sur YouTube, tu fais un truc, tu t'es fait chier et tout, tu postes et ça fait 10 vues.
Comment tu vas le vivre intérieurement ce truc? Donc il y a des freins comme ça et puis finalement à un moment je me suis dit: «Ouais, on s'en fout et tout», je le fais donc je l'ai fait et puis, il y avait le côté comme je disais tout à l'heure, hein, moi je suis pas très commercial en fait je voulais, faire une formation et essayer de la vendre et en fait je me suis dit: «Peut-être que la meilleure façon c'est de pas avoir à la vendre, c'est que les» pareil, hein, la pêche, les gens ils viennent, je fais une chaîne YouTube, je fais des trucs et tout et puis les gens, bah, vont venir vers moi parce qu'il y a le propos de la chaîne YouTube, quoi et comme ça, j'ai pas besoin, d'inonder, les réseaux de pubs pour mes trucs et tout ça. Je fais jamais ça parce que, pas besoin et le but de la chaîne YouTube et du coup, il était double. Il y avait ces 2 aspects-là. Donc j'ai mêlé, comment dire, comment c'est quoi l'expression de la chèvre et le chou? Je crois que c'est ça. Ouais, j'ai fait un petit peu les 2. Est-ce que tu utilises l'IA? Oui. Oui, j'utilise l'IA, j'utilise beaucoup des LLM, en fait, je m'en sers comme assistant à l'écriture, beaucoup, beaucoup. Pour l'image, j'ai beaucoup testé à un moment, je le fais moins maintenant, hein, mais j'ai beaucoup testé Stable Diffusion pour générer des images, pour comprendre comment ça fonctionnait et tout ça, pour voir quelle utilisation je pourrais en faire et tout ça. Pour l'instant, c'est pas très visible dans ce que je fais parce que j'ai pas trouvé d'utilisation aboutie où je me dis: «Ouais, là, ça m'apporte vraiment un plus» et tout ça, au final, je me dis: «Là, pour l'instant, ça apporte rien de plus que ce que je fais, donc j'en ai pas besoin». Mais en même temps, je me dis: «Bon, voilà, peut-être qu'à un moment, j'aurai une idée précise d'un truc que j'essayerai de faire où j'aurai forcément besoin de ce truc-là parce que ça peut faire des choses que je suis pas capable de faire et que voilà». Mais pour moi, c'est comme tout, hein, c'est le projet avant l'outil, quoi. Donc si j'ai pas de projet qui justifie une utilisation de l'IA, j'ai pas de raison de le faire, en fait. Donc voilà. Est-ce que tu as quelques contacts à nous conseiller en termes d'agences, de producteurs? Éviter des centaines de cold calls? Bah, non, en fait, je peux pas trop faire ça parce que, imagine, là, demain, je fais: «Ouais, tiens, il y a tel producteur» et le mec, il reçoit 3000 coups de fil de gens qui viennent parce que: «Ouais, c'est Cyril qui a donné ton nom», je vais me faire flinguer. Donc non, en fait, je peux pas faire ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un milieu où les gens, ils ont l'habitude d'être démarchés, donc faut pas avoir peur d'eux, ils vont pas vous manger. Et faut être un peu solide sur ses appuis, quoi. Faut, tu effectivement, si tu as découvert le montage il y a 6 mois, essaye pas d'aller voir une boîte de prod, c'est une perte de temps parce qu'ils vont bien voir que tu es pas du tout au point et tout ça. Ils attendent quand même des gens qui savent bosser. Mais par contre, si tu es sûr un peu de toi et de tes compétences ou en tout cas de ton potentiel, parce qu'il y a aussi ça, parce que moi quand je suis arrivé en prod, j'étais pas fini, hein, j'étais pas encore prêt. Mais si tu es certain de ton potentiel et tout ça, bah, faut y aller, quoi. Moi j'habite sur Paris et donc on est en France, tout est centralisé. Quasiment toutes les boîtes de prod de France, elles sont à Paris, hein. C'est le la plus quantité énorme. Donc du coup, il y a beaucoup de gens, beaucoup de trucs à appeler, bah, faut le faire, en fait. Faut en passer par cette étape de se dire: «Bon, bah, voilà, faut jouer les statistiques. Si tu appelles, 1000 personnes, il y en a bien un qui va te recevoir. Voilà et le but du jeu est de mettre le pied dans le truc et de commencer à créer le réseau. Parce que pour l'instant, quand tu es pas dedans, bah, tu es pas dedans, tu es en dehors du réseau. Il va rien se passer si tu enfonces pas la porte. Pour un monteur qui vient de se lancer, est-ce que tu aurais des conseils pour commencer à se développer? Bah, ça dépend, tu parles de développer quoi? De développer, ton portefeuille client ou te développer toi en tant que monteur et t'améliorer? Si c'est pour te développer toi en tant que monteur et t'améliorer, comme d'habitude, je dirais: «Monte tous les jours». C'est tout. Faut que tu emmagasines les heures de vol, ça va te permettre de mieux maîtriser l'outil, de te détacher de l'outil, de commencer à mettre autre chose que juste la maîtrise technique et tout ça. Les heures de vol, les heures de vol, les heures de vol, comme un entraînement d'arts martiaux. Il faut que tu montes beaucoup et de nos jours, c'est facile de monter beaucoup parce que, soit tu prends des vidéos à droite à gauche, puis tu remontes, tu tricotes, tu t'inventes des projets qui n'existent pas, soit tu te fais une chaîne YouTube et tu fais des trucs, tu produis des choses et comme ça tu montes tous les jours. Il faut monter tous les jours et tu vas progresser. Si c'est pour, améliorer son portefeuille client, comme je le disais tout à l'heure, moi, je suis pas dans ce game-là donc c'est difficile de donner des conseils là-dedans, je sais pas c'est pas ce que je fais, donc j'en sais rien. Donc voilà,
Donc Adamino, tu vois, en fait, au final, je viens de répondre à cette question aussi. Niveau prospection, tu fais comment pour trouver des missions intéressantes pour toi? Bah, je fais pas. Je fais pas de prospection, en fait. Moi, je suis dans un petit milieu, et dans ce petit milieu, on se connaît un peu tous. Et je ne cherche jamais de travail, en fait. C'est de temps en temps, il y a des projets qui tombent et il y a quelqu'un dans un bureau qui va se dire: «Tiens, ce projet-là, c'est le genre de projet sur lequel on mettrait bien Cyril», et ils vont m'appeler pour savoir si je suis disponible, si je suis pas en train de bosser ailleurs, et si je bosse pas ailleurs, que le projet me plaît bien, je vais dire: «Ouais, je le prends», et quand je dis: «Le projet me plaît bien», ça fait un peu machin, mais c'est vrai que maintenant je le choisis. Mais c'est soit le projet me plaît bien, soit j'ai besoin de travailler parce que j'ai besoin d'argent, voilà, je choisis un peu comme ça, mais en fait, on vient me voir. Moi, je fais pas de prospection. Donc je ne sais pas, enfin, je suis pas capable de donner des vrais conseils de prospection, de comment faut faire, comment faut pas faire. Heu, il est pas freelance, faut suivre. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Voilà, voilà, bon, c'est en train d'un peu de se tarir, je pense, les questions. Il est quelle heure là? Eh, 19h45 les gars. 19h45! Ça va faire bientôt 2 heures. La conf de fou. Bah, j'espère que c'était cool pour vous, quoi. Voilà, j'essaie d'être, à la hauteur, de donner, parce que j'ai un peu ce côté-là, en fait. Moi, faut que vous vous rendiez compte d'un truc, hein, c'est que moi, quand j'ai commencé le montage, c'était pas populaire. Tous ces trucs-là, c'était pas populaire, c'était un peu, pour le coup, c'était vraiment une niche, et autour de moi, j'avais très peu de gens à qui je pouvais en parler, qui comprenaient ou qui truc, ça les intéressait pas les gens. Moi, des fois, on arrivait je voyais des gens qui me faisaient: «Tu fais quoi dans la vie?» et tout. Je fais: «Bah, moi, je suis monteur», et les gens me regardaient: «Mais ça consiste en quoi?» Et là, tu comprends, tu fais: «Putain, il va falloir que je leur explique le truc». Improbable, et pendant très longtemps, moi, j'étais enfermé un peu dans mon milieu, et du coup, bah, depuis que je suis arrivé sur les réseaux, j'ai découvert, je vous ai trouvé, voilà, j'ai découvert qu'il y avait énormément de monde, et du coup, j'ai énormément de gens avec qui parler de ça, et on se comprend, et on on peut en discuter et tout. C'est génial. Donc du coup, bah, au final, merci à vous aussi parce que c'est cool qu'il y ait autant de gens qui aiment le montage et tout ça. J'ai l'impression qu'on a envahi le monde, quoi. Voilà, c'est nous, c'est notre tour. Et après, bon, c'est pas le paradis, hein. C'est un milieu, c'est des milieux difficiles, hein. Il y aura pas de la place pour tout le monde et tout ça. Et puis il y a des arnaqueurs, il y a des brebis galeuses et tout. C'est comme tout, mais c'est un truc qui vaut le coup. Moi, je sais pas ce que j'aurais fait de ma vie si je faisais pas ça. Moi, je bossais à l'usine avant. Je veux dire, ça se trouve aujourd'hui, si j'avais pas découvert le montage, je serais peut-être encore à l'usine. Je pense que j'ai eu de la chance de tomber là-dessus, donc j'espère qu'un maximum de gens vont avoir la chance de tomber là-dessus et que ça va leur apporter la même chose que moi ça m'a apporté, parce que franchement, bah, c'est cool, quoi. Lucas, en espérant te recroiser à des événements comme la Editing Con. Ah ouais, mais moi là, pour le coup, autant, la Editing Con, heu, je me suis fait un peu avoir parce que Sam m'avait pas dit au tout début que ça allait être un événement aussi fat. Et je l'ai découvert après parce qu'il m'en avait parlé très longtemps en amont, en me disant: «Ouais, si on fait un truc, tu seras d'accord?» Je fais: «Ouais, bien sûr, pas de problème», et ensuite il m'a dit, des mois après: «Ah, finalement, on décale le truc par rapport à ce qu'on t'a dit, mais ça va être au Grand Rex», et là j'ai fait: et tout, j'étais très flippé, et ça s'est bien passé. Franchement, c'était cool, c'était très, très cool, et maintenant j'ai un mode où je me dis: «Bah, ouais, s'il faut le refaire, on le refait, vas-y, fais péter la salle. Plus grosse salle, les gars, on y va, c'est chaud». Mais voilà. Bah, en tout cas, merci pour l'invitation, c'était très cool, et puis c'est bien parce qu'en plus ça me force aussi à m'interroger sur ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais, parce que pour vous restituer des trucs, il faut que je le processe, et c'est pas forcément ce que je faisais avant d'arriver sur les réseaux. Avant d'arriver sur les réseaux, moi je faisais, je fabriquais, c'est tout, et j'intellectualisais très, très peu ce que je faisais. Je le faisais. Alors que maintenant là, ça fait 3 ans là que je me prends la tête à comprendre pourquoi je fais certaines choses, de quelle façon ça arrive et tout ça, puis à le retranscrire aux gens, de le sortir en fait, et ça bah, c'est un peu mon nouveau truc, quoi. C'est ça la corde que j'ai rajoutée à mon métier, donc c'est cool. Voilà, voilà. Et ben, si c'est bon pour vous, Lucas, peut-être, je te rends la main pour clôturer. Je sais pas comment tu as prévu, Bah, merci beaucoup pour la les choses? conf. Bah, merci pour C'était l'invitation, hein, c'était cool, hein. très inspirant, très intéressant. On a tous beaucoup appris. Ouais, merci. En tout cas, moi, j'ai beaucoup parlé là, faut que je boive de l'eau. Blablabla. Et voilà, quoi. OK.
Bon, bah, je pense que bah, ça va être la fin de la conf. Merci à tous d'avoir été là. Merci à Cyril, vraiment merci Et de et rien, puis c'était cool. à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Tac, je coupe le rec. C'est bon.